Why wait for the moment to pass? Salut tout le monde, bienvenue. C'est terrible, c'est terrible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on a là? Sur ta droite? Non, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté? Oui. Ah là 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 là. Attendez, je ne sais pas. Nous avons un petit problème Laissez la technique. régie faire son Mais travail. bonjour tout le monde, comment vous allez? Est-ce que vous êtes remis de vos émotions d'hier alors que nous avions... non, ça ne change rien. Alors que vous avez donc assisté à des lives de folie là, début de semaine sur Acropolis. Hello Alcanoïde, salut Fanny. Ah c'était ça, ok. Mais voilà. Désolé. Bonjour Julie, Agitation, Don d'Organe, on est désolé de t'embêter pendant ton travail. Salut Pouzou. Ah mais non, mes gâteaux. Oh, merci, je me fais piquer mes gâteaux par la régie. Bonjour Fanny, oui, petit vélo, merci. Oui, j'aime beaucoup ce sweat. J'étais sûr, tu vois, je t'avais dit, c'est moi qui aurait des réflexions. Si vous voulez lui faire plaisir, il faut lui dire que le suite n'est pas repassé. Voilà, bah tu vois, t'as été dépassé par Lio 347 LDV. Non, ce n'est pas un problème de repassage, j'ai eu la flemme ce matin. Je tiens à le dire, je ne me cache pas derrière des trucs de lutte des classes ou des choses écologiques, je sais pas, qui sont dites par un certain François en fait. Mais bon, voilà. Nous allons passer là-dessus, hein, n'est-ce pas? Non, c'est pas une imitation de François, hein, c'est une ambiance chez Acropolis en général. On aime bien être froissé, je sais pas. Tu as raison, l'autre friteuse, le repassage est une pratique bourgeoise décadente. Hélène, bonjour à toi aussi. Psych99, bonsoir, bonjour. Ah, mais attends, il manque un truc. Alors, je me permets de... Oui, qu'est-ce que... Eh, Ah, ben oui, on ne voyait pas la régie. Tu vois, ça m'avait pas manqué. Hein, alors je sais qu'il est dans le chat normalement. Alors bon, merci à Grippers Online pour son sub via Twitch Prime il y a maintenant 40 minutes. Donc il s'est quand même abonné pendant une rediff. Donc bravo et merci à lui et ainsi qu'à El Robinch. Tant qu'à remercier les inscriptions en notre absence, et ben on va jusqu'à 1 heure. Hein, et voilà. Donc vous voyez, sur cette chaîne, on remercie même les gens qui sub hors antenne. Hors stream, on est quand même vachement sympa. Mais en même temps, eux aussi sont vachement sympas. Mais aussi, c'est encore plus sympa de s'abonner pendant qu'il n'y a personne. Je trouve ça vraiment chouette. C'est-à-dire que c'est sur la bonne foi des replays, quoi. C'est vraiment sympa. Salut Loustic, bonjour tout le monde, bonjour aux habitués et aux nouveaux. Salut Neverline. Ouais, t'es pas là aujourd'hui? Mettez-vous. Mais il est où, putain? Oh là là, c'est n'importe quoi. Il sera là demain, sauf qu'il y a... Ah si, il y aura un live demain soir. Ah oui. Il y a un live demain soir? Oui, absolument. Bah vas-y, dis, parce que maintenant, là, tu en as trop dit ou pas assez. Non, mais les gens sont déjà au courant, puisqu'ils ont déjà regardé les lives de cette semaine. Demain soir à 19h. Demain, vendredi. Hein, vendredi, oui, oui. Oui, mais remets-toi. Bonjour, Actus. Demain, vendredi, il y aura un live à 19h sur un débat qui sera animé par nos amis du Dranche, le journal Le Dranche, sur est-ce que l'e-sport a sa place aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je pense pas, d'ailleurs. Enfin, c'est quand même un truc de feignasse. Ok, fin du débat. Donc il n'y aura pas d'émission demain soir à 19h. Ah bah non, le Dranche, normalement, il y a un pour aussi, quoi. Bonjour à toi, Lobo, VLK. Oh, salut François Molassena. Rapide passage, non, tu veux dire rapide repassage, pouvons dire coucou. Apparemment, mon son est trop bas. Salnemar, yo à toi aussi. Est-ce qu'il y aura O-Gaming dans le débat, mon cher Sylvain? Forcément, c'est leurs locaux, mais bon. Oui, il est possible qu'il y ait un certain Ponf dans ce débat. Un certain Ponf. Je ne sais pas qui c'est, mais d'accord. Non, je plaisante. Évidemment. Oui, moi aussi, Ponf, je t'aime, pour ceux qui François. ne savent pas, c'est le fondateur de Gaming et président actuel de Gaming. Tout à fait. Accessoirement. Même cofondateur, en fait, et son frère étant parti lui, sur d'autres horizons e-sportifs, puisqu'il a sa propre école, équipe, la Rock School. Neverline, il y a toujours des cookies. Oui, il y a toujours des cookies. Ils sont juste hors champ désormais. Ils sont hors champ et j'ai pas mangé parce que je sais que ça fait un peu trop ASMR quand je mange en antenne. Bonjour à nouveau. Vous êtes, oh là là, c'est des scores que je ne connais pas. Vous êtes 90. 104. 104. Ah ben j'ai pas le même. Vous êtes plus de 100. Eh ben c'est incroyable. Non, Alcanoïde François n'a pas tout mangé parce qu'on avait acheté 2 paquets. Voilà, je précise. Mais d'ailleurs, il faudra faire attention parce que quand on mange trop de cookies, enfin après on rentre plus dans ses chemises. Mais par contre, ça les repasse parce que ça les tend. Oui. Donc c'est un avantage. Il met pas de chemise, donc tout va bien. Ah oui, ça, il n'y a pas de chemise. Ouais. Bon, bah tant pis. Tant pis. Peut-être qu'un jour, il en mettra une pour une émission spéciale, je sais pas. On verra. Bon.
François, mais non, écoute, mais non. Puis tu dois pas aller travailler? Non, je sais pas. Alors, pour moi, c'est de vulgarité. Alors non, Matella. Alors, y a-t-il un invité aujourd'hui? Désolé, il n'y a pas d'invité aujourd'hui parce que, j'en reparlerai à la fin de l'émission justement. Vous savez que chercher les invités, eh bien, ça prend du temps. D'une part, déjà, il faut savoir qui contacter, et ensuite, oh putain, excusez-moi. Oui, Perceval, demain Adrien fera un marathon sur Pro Cycling Manager 2018. Non, Perceval, car je n'aime pas le cyclisme sportif. Je suis un cycliste des villes qui ne s'en sert que pour se déplacer d'un point A à un point B. Je fais pas d'école, des trucs comme ça, quoi. Mais ça pourrait être intéressant, Marc. Un cycliste des villes. Non. Bref. Par contre, moi, j'ai déjà franchi l'école en vélo. C'est bien. C'est bien. Comment il s'appelle? Le Ventoux, notamment. D'accord. Quand j'étais jeune. C'est bien, bravo. Bah écoute, chapeau. Seulement le dernier kilomètre, mais ah oui, faut d'accord. pas le préciser, ça. c'est bien. En fait, il y a une photo de toi à vélo sur le col du Ventoux, quoi. Évidemment. Tout le monde ne peut pas en dire autant, quoi. Exactement. Très bien. En effet, Toup 42, cette bicyclette est patriote, et je suis sûr que c'est une marque qui est au moins européenne. Voilà, je ne sais plus. L'étiquette est derrière, je vais pas le retirer pour le dire. Si vous voulez, si vous êtes sage, je vous dirai tout sur ce suite dans Elle Europe Bordel à 18h30 tout à l'heure. Hein, voilà, comme ça vous saurez tout sur cette fringue éthique, équitable et au moins made in, peut-être pas made in Europe, mais en tout cas équitable. Voilà, c'est le Devil Cycle. Très bien, très bien. Bon, alors, là, c'est une émission où je vais me livrer à vous. Merci Perceval pour ce stream, enfin cette référence qui ne parlera pas aux plus jeunes, je pense. Et en fait, c'est pas un stream. Attention, ce stream n'est pas un stream sur le cyclisme. Merci de votre attention. Voilà. Les bonnes références. Celle-là, c'est sûrement la meilleure. Je pourrais en faire plein. Mais de quoi vas-tu parler aujourd'hui, mon cher De quoi Adrien? j'ai parlé? Eh bien, écoutez, moi déjà, quand j'ai préparé les sujets, en fait, j'ai été frappé d'un truc qui m'a fichu un peu le bourdon, en fait. Ouais, non, c'est le bourdon. Okay. C'est que j'avais l'impression je cherchais quoi faire dans le sommaire, et avec tous les événements de ce week-end, de cette semaine, entre les gilets jaunes, la crise sociale et politique, j'ai l'impression que je faisais la chronique d'un monde qui finit, quoi, qui s'effondre entre les partis à l'agonie, le gouvernement qui a l'air déjà en fin de règne, en fait, alors que ça fait seulement 18 mois qu'il est en place, quand même, les 2 ans, mettons. C'est comme si le temps... Mais non, même pas 2 ans, en fait. Je dis n'importe quoi. Ça fait 1 an et demi, même pas 1 an et demi. Toi, dire n'importe quoi? Non, jamais. Surtout pas. Je sais que tu veilles. Comme si le temps s'était accéléré. Merci Pouzou, 18 mois. Ouais. J'étais perdu. Oui, Zamblastico, c'est le grand détournement, autrement appelé la classe américaine. Un petit tour de force de Canal+ dans les années 90. Alors de quoi je vais vous parler? Eh bien, vous l'avez sans doute deviné, on va évoquer les gilets jaunes, mais sous un angle bien particulier, qui est le malentendu entre les gilets jaunes et le monde politique, parce que ça me travaille pour des raisons à la fois personnelles et politiques, puisque pour en profiter pour répondre aussi à Yoctas qui nous montre ce qu'on fait dans la vie. Je m'en occupe de la réponse. Bien sûr, oui. Yoctas, je t'envoie le lien de la vidéo du Inside Acropolis dans laquelle on passe beaucoup de temps à expliquer tout ça. On se présente, exactement. Alors, effectivement, moi je suis trop vieux pour... Enfin, non, je suis pas trop vieux, je ne fais plus d'études en l'occurrence. Mais si tu es trop vieux... politiques. Non, tu peux faire des études après 30 ans, tu sais, t'as le droit. Oui, mais tu es quand même trop vieux par principe. Ah oui, non, d'accord. Oui, ça c'est... Non, putain, c'est pas vrai. Est-ce qu'on va faire la pédagogie lors friteuse? Oui, toujours. Je ne fais que de la pédagogie. Simplement, je n'estime pas que je détiens la vérité. Après, voilà, c'est aussi un appel à la discussion, un appel aux questions-réponses, à l'échange. Merci Neverline pour l'abonnement offert à Alcanoid. Bravo, merci. Alors oui, on n'est plus qu'à 5 abonnements d'un nouvel emote, c'est ça? Absolument. Voilà, il faut le dire. On est sans vouloir pousser à la consommation, exactement. Je sais qu'il y a plein de nouveaux qui donc ne sont pas abonnés, hein, n'hésitez pas. Si vous êtes sur Amazon Prime, d'ailleurs, vous avez bénéficié d'un abonnement via Twitch Prime, ça ne vous coûte rien à nous, ça nous reporte autant à Acropolis. Et il nous reste donc 5 abonnements pour avoir assez de points sub et bénéficier d'une nouvelle emote. Et comme ça, après, eh bien, sur le Discord, nous pourrons discuter de ce que de quelle emote on va pouvoir mettre. Moi, j'aimerais bien voir ma tête, ce serait sympa. Mais on pourrait mettre aussi... Mais dans l'idéal, ce serait 2 emotes, une avec la tête d'Adrien et une avec la tête de François. Sachant qu'on a déjà une emote de débloquer, c'est ça?
On a déjà une emote débloquée, ouais. Ok. Donc il en manque une. Eh ben c'est parfait. Donc s'il vous plaît, afin qu'il n'y ait pas de jaloux entre François et moi, déjà que moi je suis jaloux, c'est vu. Vous inscrivez, comme ça on fait de nouvelles emotes et tout le monde sera content. On parle bien des subs pour répondre à Hannibal, c'est les subs, pas les follow. Ah oui, non, les follow, ça c'est. Vous pouvez follow, il n'y a pas de problème avec follow plaisir. Au contraire, comme ça vous serez tenu au courant des lives de Acropolis via Twitch. Mais sinon, faut follow et. Un sub, et bien Hannibal, mais tu es sub en plus puisque tu as l'emote, tu es abonné depuis 6 mois, même plus que ça je pense. Est-ce qu'on passerait pas à ton émission? Oui, on va passer à mon émission, tout à fait. Alors, donc, au sommaire, oui, mais bon, tu vois, j'attends que les gens viennent un petit peu. Donc d'abord, les gilets jaunes et le malentendu, l'incompréhension avec le monde politique en général. Ensuite, je reviendrai sur les budgets participatifs parce que ça fait partie notamment des. Vous verrez, il y aura une très très bonne transition, c'est très travaillé tout ça, en lien avec justement le fait qu'on ne croit plus à la politique. Et puis enfin, je vous présenterai un certain Stanislas Guérini, pour que vous sachiez qui c'est quand même, qui c'est ce gars, de quel parti il est, pourquoi j'en parle, qui, quoi, où. Du calme. Du calme, oui, je me calme, pardon. Et je crois que là, on aura bien avancé. Doucement. On aura bien avancé et on pourra clore l'émission, je pense, sachant que donc il n'y a pas d'invité aujourd'hui, que comme j'ai dit, eh bien non, les gens ne sont pas toujours disponibles un jeudi après-midi pour venir sur une chaîne comme Acropolis, mais bon, ça changera peut-être si effectivement. Vu les audiences actuelles, ça risque de changer. Voilà, ça peut changer, tout à fait. Excusez-moi, il faut que je boive un coup, désolé. Alors, Adrien est actuellement en train de boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est bien pour la santé et pour la vie. Pensez à boire 5 fruits et légumes par jour, même quand vous n'avez pas soif, c'est important. Et arroser les personnes âgées. Tu sais que c'était presque drôle jusqu'à ce que tu parles des personnes âgées. Ah bon? Pourquoi? Bah, c'était presque drôle. Ah bon, il y a presque de la créativité. Oh, dommage. C'était une blague en 2 temps, tu vois. Donc, non, le deuxième temps était de trop. D'accord. Alors si, Acturus, je te jure, c'est de l'eau, vraiment, c'est vraiment de l'eau, non, il est trop tôt là pour quoi que ce soit d'autre, faut pas exagérer quand même. Alors, bon, c'est difficile de pas parler des gilets jaunes quand même, hein. Ça fait 3 semaines que je l'ai pas fait, sauf par allusion, alors que toute l'actualité politique est centrée autour d'eux, et donc leurs occupations, les manifestations, les revendications, mais aussi en creux le manque de compréhension, notamment en fait donc comme j'ai dit du monde politique. C'était pas une surprise, hein. Enfin vous avez peut-être vu, hein, il y a une espèce de sidération là de la part à la fois des ministres, même du président de la République, et aussi, enfin je veux vous dire, des militants qui ont vu ce truc débarquer sans forcément comprendre parce que ils l'avaient pas vu venir. Alors bon, maintenant évidemment tout le monde dit mais si, j'avais vu, je savais bien qu'il y avait une colère sourde rentrée. Oui, mais c'est une chose de savoir que il y a une colère sourde rentrée en France, puisque bon ça tout le monde pouvait le dire, ça fait longtemps qu'on en parle, mais que ça émerge comme ça d'un coup, boum, sur une histoire de carburant avec les gens enfilent des gilets jaunes, c'est un vrai problème. Effectivement, G25, tu es en train de marcher sur mes plates-bandes, mais c'est très très bien. On peut trouver un lien avec les gilets jaunes, le rejet qu'ils ont pour les partis et les corps intermédiaires en général. Mais est-ce un symptôme ou une cause? Parce que cette éruption des gilets jaunes, c'est aussi la destruction des corps intermédiaires. Mais je vais y venir. Et oui. Bon voilà, parce qu'en fait, au-delà des demandes qui émergent de la part des gilets jaunes, au-delà de la colère accumulée depuis 30 ou 40 ans, il y en a qui disent que c'est juste depuis 2008 en fait. Bon voilà, je pense que c'est plus vieux encore, hein. Il y a aussi le fait qu'on a parfois l'impression de changer de parti, ça passe à gauche, à droite, mais en fait on a les mêmes politiques, ce qui est pas vrai mais pas totalement faux non plus. Fais gaffe, tu vires centriste là. Je vire centriste. Ah bon, mais les centristes ils disent pas ça du tout. Les centristes ils sont vachement pondérés. Ce que tu viens de dire, c'est vachement pondéré. Ah oui, non mais ça je revendique, ça je revendique. Donc t'es centriste. Félicitations. Non. Oui, mais moi j'étais pas jeune au moins centriste. Ça que t'es pas il jeune. y a un vrai problème culturel qui conduit à des malentendus. Oui, non, attendez, je lis le chat, excusez-moi, mais oui, il y a la blague de Lord Friteuse que j'aime beaucoup. Le rond-point est une allégorie de la politique française. Vous avez toujours l'impression de tourner à gauche et vous finissez irrémédiablement par sortir à droite. Oui, c'est une blague qui est pas toute neuve, mais que je trouve assez drôle effectivement. Vous tournez toujours à gauche, mais vous sortez toujours à droite. Alors, bon, moi j'ai juste identifié 3 points. Je suis l'école des plans en 3 parties. Hein,
Donc la sociologie, les revendications. Pourquoi il y a des malentendus comme ça? Il y a la sociologie, les revendications fourre-tout et l'organisation, les habitudes d'organisation. Et on va commencer par la socio. Hein. Attention, là, je vais. Ça va être un petit peu. Vous me dites si je vais trop loin, si vous comprenez pas, si je dis n'importe quoi, voilà, vous n'hésitez pas quoi. Hein. Merde, j'ai déclenché Siri. Il y a Siri qui vient de se réveiller. Il y a Siri qui s'est déclenché. Qu'est-ce que j'ai dit? Siri qui vient de s'excuser d'ailleurs. Hein. Désolé, bah ouais, Siri, je sais pas pourquoi j'ai déclenché Siri. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Donc alors, parce que là, je vais utiliser des gros mots, attention, parce qu'il y a des différences d'habitus, n'est-ce pas, entre, pour prendre un terme de sociologie, hein, entre la classe politique actuelle qui est plutôt issue des classes sociales supérieures, qui ont donc un bon capital financier, mais surtout un bon capital culturel. Et là, normalement, Sylvain, j'ai nommé les slides, donc tu dois pouvoir enchaîner assez vite. Ah. Non. Peut-être qu'il aurait fallu que je prépare le live, du coup. Ça aurait été assez pro de ta part, mais bon, je veux pas médire. Hein. Ouais, mais si ça devient pro, les gens vont plus voir la sincérité. Il faut relire Bourdieu, comme on dit, hein, quand on veut la jouer pédant, sachant que je ne l'ai pas lu non plus. Hein, je n'ai eu que des cours sur Bourdieu où j'ai des articles qui parlaient de Bourdieu, n'est-ce pas? Mais Bourdieu, il a théorisé. Alors c'est un sociologue français connu, hein, si ce n'est pas le sociologue français. Oh, la belle image, pas lisible. La belle image, illisible, mais bon, ça illustre bien les 4 flèches. Il a théorisé un outil bien pratique pour différencier les classes sociales avec la maîtrise et l'accumulation de différents capitaux. Et je vois que quelqu'un, Psy 99, connaît bien, c'est les capitaux. Le capital social, le capital culturel, le capital économique et le capital symbolique. Et en effet, Pierre Bourdieu est cité à toutes les sauces, mais parce qu'en fait, cette histoire de capitaux, c'est vachement pratique en fait. Et même si c'est un schéma qui a ses limites, ça permet quand même d'y voir un peu plus clair. Et effectivement, on n'est pas obligé de tout voir par ce prisme, on n'est pas obligé de rester engoncé dans ce modèle, hein, évidemment. Il faut le prendre avec ses limites, hein, mais ça permet quand même de distinguer à la fois ces 4 types de capitaux. Donc le capital économique, ça mesure l'ensemble des ressources économiques d'un individu, hein, les revenus et le patrimoine. Le capital culturel, c'est les ressources culturelles qui peuvent être à la fois les savoirs, les savoir-faire, les compétences, les locutions, hein, n'est-ce pas? C'est important. On va y revenir sur les locutions. Le fait d'avoir des objets culturels chez soi et aussi, bien sûr, la scolarité, les diplômes, etc. Le capital social, c'est les ressources qui sont liées à la possession d'un réseau de relations, d'interconnaissance et d'inter-reconnaissance. Et oui, si vous connaissez des gens qui sont bien introduits, bien insérés dans la société, c'est quand même plus facile que quand vous connaissez personne, ni des chefs d'entreprise, ni des cadres supérieurs, ni des élus locaux, etc. Et enfin, le capital symbolique, là, c'est le capital culturel, social, avec une reconnaissance particulière. Après, est-ce que vous êtes plutôt connaisseur dans la culture dite légitime ou la culture qu'on va appeler populaire, même si ça a tendance à se brouiller. Mais bon, les gens qui sont tout en haut de tous les capitaux savent bien qu'il vaut mieux connaître par cœur la liste d'opéras que aimer la chanson populaire, mais ça ne s'interdit pas de l'écouter, hein, bien sûr, ou le cinéma, hein, mais il y a toujours une forme de reconnaissance de savoir jouer du piano, savoir jouer du violon, aller à l'opéra, aller voir des films indépendants. Et aussi, mais qui n'interdit pas d'aller s'encanailler un petit peu et aller voir Avengers ou de regarder les Marseillais à Ibiza. Pourquoi ça parle? J'ai raté des trucs, ça parle du basculement FN, PC FN en fait. Je ne sais pas, d'accord. Et donc on a pu remarquer quand même, j'ai remarqué, mais c'était remarqué par tout le monde, hein, que les gilets jaunes en général ne maîtrisaient pas les mêmes capitaux que les députés. C'est-à-dire que tout le personnel politique en fait qui est allé à leur rencontre, hein, ce qui conduit à des incompréhensions à laquelle s'ajoute bien sûr la haine et la colère, hein. C'est quand même ça simplifie pas les choses, hein. Alors, merci Poutsou, tu parlais du fait que les gilets jaunes sont aussi très bruns chez leurs porte-parole. Oui, c'est un autre problème, et ça j'y viens à la fin, effectivement. Voilà, parce que, voilà. Ah, un trailer d'Avengers 4 demain. Ok, merci G25. Premier sur l'actu. Mais j'allais dire, on l'a ici, on exclut, mais non, n'est-ce pas? Sylvain ne réagit pas du tout à ce genre de plaisanterie, mais je crois que Sylvain, il n'est pas très. Je ne t'écoute pas actuellement. Tu ne m'écoutais pas, d'accord, ça fait toujours plaisir, merci. Non, mais le plaisir est pour moi. Voilà, alors, il maîtrise donc les général.
Pardon. Super. Ne maîtrisent pas en général les mêmes capitaux que les députés, donc ça se voit dans le vocabulaire, mais aussi dans les pratiques et dans les habitudes. L'habitus dont je parlais, c'est-à-dire le langage du corps, qu'est-ce qu'on mobilise comme ressources pour se faire entendre. Parce que donc, bah oui, pour un député bien élevé, eh bien, la colère ne doit pas sortir de cette manière-là, elle doit sortir autrement. Il faut créer un courrier, il faut prendre rendez-vous. Et ça, c'est tout un tas de choses que les gens qui sont mobilisés via les Gilets jaunes ne sont pas enclins à faire ou n'ont pas envie, tout simplement. Hein. Il y a à la fois une méconnaissance, mais aussi un manque d'envie. Faut pas croire que... Enfin, voilà, je veux pas que... on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Gundor, on retombe dans le cliché de l'éducation et de l'ascenseur social. Non, pas forcément, je sais pas ce que tu veux dire par là. Et non, pas forcément. Oui, je suis en colère, vite du papier, je vais rédiger un courrier. Mais oui, mais on attend ça, évidemment. Mais je te rassure, ça va pas être un mail, tu sais. Alors ça, c'était vraiment pour l'explication sociologique à gros traits. Et comme j'en suis pas tout à fait satisfait parce que, d'une part, je maîtrise pas à 100%, je l'ai mise en premier. Et après, voilà, ça vous laisse le temps de réagir dessus si vous voulez y revenir. Hein. Mais c'était pour introduire surtout les deux autres raisons, dont la première qui sont pourquoi une incompréhension comme ça, autant entre le monde politique, en tout cas une grosse partie du monde politique, et les Gilets jaunes, eh bien, c'est les revendications qui sont un petit peu fourre-tout. Guitariste France, ou alors c'est un moyen de délégitimer les modes d'action des Gilets jaunes. Oui, en partie, exactement. C'est-à-dire que tu prends le mode d'action et tu te dis mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc tu ne veux pas écouter non plus ni les revendications, ni la colère, ni les raisons de la colère, ni les raisons de l'énervement, du ras-le-bol, etc. Voilà. Oui, donc, pardon, excusez-moi. Bon, alors là, c'est mon avis perso, vous avez le droit de pas être d'accord, n'est-ce pas? Mais on donne pas son avis perso sur Acropolis. C'est dommage, à ce moment-là, je t'écoutais. Ah merde. C'est ballot. Ah, c'est ballot. Terrible. Donc ces revendications, elles partent dans tous les sens quand même, et elles font voler en éclats les clivages droite-gauche. Elles empruntent aussi bien en fait dans le social sur les salaires ou les petites retraites que dans les extrêmes droites sur des questions de l'immigration, voire parfois sur la droite ultralibérale. Hein. Donc c'est difficile d'y voir clair, d'autant que en fait ça change, les revendications, elles changent selon qui parle et quel groupe. La droite ultralibérale. Oui. Quel genre de proposition? Alors, j'allais venir, mais par exemple, tu as une proposition sur versement du salaire complet, qui est un terme vraiment qu'on pourrait retrouver dans une publication, par exemple, le cri du citoyen, tu sais, le truc anti-impôt. Oui, donc aucune cotisation. Ah oui, tu récupères tout, le brut et le net. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne veux plus verser d'argent ni aux cotisations sociales, type chômage, retraite, ou sécu. Puisqu'en fait, dans les petits cours sur le salaire, vous touchez votre net, mais dans les cotisations patronales et salariales, eh bien, comme le dit Poutzou, le salaire différé, Poutzou, ça c'est un terme de gauche, je dirais salaire différé, tu cotises pour ta future retraite et tu cotises aussi, tu cotises pour les retraités actuels et tu cotises aussi pour ton chômage futur, tes droits, etc. Et tu alimentes des caisses, notamment pour le chômage, etc. Bref. Mais est-ce que c'est la peine d'en faire autant des caisses? Oh. Excusez-moi, je te laisse. Tant qu'on ne brûle pas les caisses, tout va bien. Donc, cette revendication de vouloir avoir son salaire complet, c'est-à-dire à peu près le double en fait de ce que vous touchez en net, eh bien, ça veut dire que vous ne cotisez plus et qu'après, l'idée derrière, c'est que vous choisissez votre assurance maladie, vous choisissez votre assurance chômage, un modèle donc qu'on peut que qualifier d'ultra-libéral en fait. Je suis même pas sûr qu'il y ait un seul pays au monde où tu choisis à 100% tes caisses de chômage et de retraite et de santé. Même aux États-Unis, il y a des choses obligatoires auxquelles il faut cotiser. Après, ça dépend peut-être des États, mais il me semble bien que pour tous les droits au chômage qui sont assez minces, t'as pas le choix, quoi. Bref, mais ça à vérifier. De toute façon, j'ai pas regardé exactement. Alors oui, donc les revendications, on peut enlever ce merveilleux schéma là, mais merci quand même au programme des terminales ES pour ce magnifique schéma. Il y avait donc des revendications. Sylvain est sur son téléphone, mais ça va pas du tout. Ça. Tu veux la première slide des revendications? Oui, s'il te plaît. Très bien, pour illustrer, on peut mettre. Voilà, merci. Attention, ça pique, c'est tout jaune. Cette agression condescendante pour le mouvement des Gilets jaunes. Ah oui, merde. C'est jaune donc ça pique. Ça pique, mais oui. Merci gens Captain Facom, il n'y a pas de chômage au Québec, cotisation libre. Eh ben, j'aurais pas dit ça du Québec. Tu vois, je pense pas que c'était aussi libéral en fait. Le Canada est globalement bien plus libéral que la France. Oui, mais comme le Québec l'est un petit peu moins en fait, tu vois, et que c'est un État fédéral quand même, le Canada. Un petit peu moins.
Le Québec. Ouais, non? T'es sûr? C'est pas un peu plus à gauche que la moyenne du Canada? Je ne crois pas, mais je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment. Il me semble qu'ils votent un peu plus à gauche, mais comme c'est plus ou moins pollué par les questions d'indépendantisme, d'autonomisme, le découpage gauche-droite n'est pas exactement pareil que dans le reste du pays. Mais bon, là, ça dépasse un peu mes... Peut-être que Captain Facom pourra nous éclairer Certains sur cette... pourront nous éclairer, oui, parce que je sais qu'il y a des Québécois dans le chat, et on les salue, n'est-ce pas? Donc vous avez, là, sur G4, tu peux mettre aussi la suivante, en fait, ça change pas grand-chose. Et elles sont... Bon, voilà. Celles-là sont pique moins. avec une meilleure création, il faut dire qu'il y a une belle création graphique là sur celle-là. Donc là sur les 4 en fait que j'ai trouvé au pif dans les revendications, j'en ai compté 64 en fait dans ces 4 panneaux de revendications. Il y en a quand même 18. On notera une obsession pour l'argent des élus déjà. C'est un des points communs de tous les groupes de gilets jaunes. Une obsession contre les élus en fait, l'argent des élus et aussi même les moyens de l'action publique tout court. C'est-à-dire que des fois il y a des choses, on veut plus d'ENA, on veut plus d'écoles, plus d'écoles d'administration, plus d'agences d'État. Et en fait, comme ces revendications ça porte contre le personnel politique lui-même, ça peut expliquer déjà une partie de l'incompréhension, voire du rejet. Et ça parle de légitimité politique, effectivement. Il y a une crise de légitimité politique et je vais y revenir et c'était d'ailleurs ma conclusion. Donc vous avez tout compris en fait, on est d'accord avec le chat, c'est merveilleux. T'avais remarqué l'osmose comme ça déjà entre le chat et le stream? Ou non? Il me lâche un regard dépité, on dirait qu'il a vu une blague en story, quoi. C'est pas vraiment plus à gauche le Québec, il me semble. Québec solidaire a fait un mauvais résultat aux dernières élections. Moi je me basais dans mes réflexions notamment sur les conditions de travail qui, je crois, les conditions, les avantages sociaux des travailleurs qui sont moins intéressants, qui sont moins prononcés, qui sont moins marqués, qui sont moins avancés au Québec que dans les autres provinces. Par exemple, les vacances, je crois, il n'y a que 2 semaines à Québec. Il doit y avoir 3 semaines dans les autres. D'accord. Il me semble. Bien. Donc les anglophones sont mieux lotis au niveau social, en fait. Sous toute réserve. D'accord. Il faudrait que je retourne là-bas pour me rendre compte. Alors, Pouzou, oui, alors effectivement, il y a sûrement une liste là derrière moi là, qui met le SMIC à 1600 €. Mais ça n'empêche pas d'autres groupes de gilets jaunes d'avoir sorti des revendications avec le SMIC à 1300. Je veux dire, il y a souvent un des problèmes, et ça je vais y venir justement à la fin. Il n'y a pas de comité national des gilets jaunes qui aurait pu mettre d'accord tout le monde sur est-ce qu'on demande le SMIC à 1600, à 1300 ou à 1400. Et donc on ne sait pas quoi. Et ça, c'est d'ailleurs un des problèmes. Et en plus, même pour continuer, n'importe qui peut sortir une affichette comme ça, la poster sur un groupe de gilets jaunes. Et ensuite, en fait, ça n'engage personne. Donc, on ne sait pas qui parle et on ne sait pas finalement d'où ça vient et ni d'ailleurs où ça peut aller. Donc oui, alors sur les 64 revendications de ces 4 affichettes là que j'ai vues, donc j'en ai compté 18 qui concernent les élus et le personnel politique dans son ensemble. Ça fait presque un tiers, 28% pour être exact. C'est-à-dire que ça veut à la fois parfois diminuer les indemnités, abolir les privilèges des élus, moins de députés ou d'élus en général. Donc ça ne plaît pas souvent aux politiques, n'est-ce pas? Donc là, il y a texto suppression de 70% des agences gouvernementales. Pourquoi les agences? Pourquoi 70? Je sais pas. Alors les agences, c'est les agences de la santé, etc. Oui, il y en a quand même plein. Suppression du Sénat. Hop, pouf. Baisse du salaire du gouvernement. Ce que Hollande avait fait. Faut lui reconnaître ça quand même. Il avait baissé les émoluments. C'est qui Hollande? François Hollande. Tu sais, c'est le président du siècle dernier. Ah bah non, c'était... Putain, c'est vrai qu'il a été président. Ben oui. Donc oui, François Hollande avait baissé les salaires de son salaire à lui d'ailleurs, et en fait et les salaires de tous les ministres. Bon, ça va, ils sont pas sur la paille encore, mais il avait baissé de 2 à 3 000 € je crois, de mémoire, les salaires de tous les exécutifs français. Baisse du nombre de parlementaires, évidemment, ça fait pas mal, mais ça tombe bien, c'est dans le programme de Macron, puisque la réforme prévoit de faire ça. Alors je vois des +1 Nibal et je ne sais pas ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y avait une cohérence idéologique dans les cahiers de doléances à la Révolution? Bonne question. Bonne question. Je t'avoue que je ne sais pas. Mais bon, c'était la crise de farine de l'Ancien Régime, comme nous dit Pouzou. Le prix du pain, des mauvaises récoltes. Bon voilà, je sais pas. Je sais pas. C'était même pas fait exprès. Ensuite. Oh. Quoi? Le fait que je demande c'est qui Hollande. Ah, c'était pas fait exprès? Non, c'est ce que dit Void Output.
C'est que je suis un beau comédien finalement. Ah mais oui, mais bravo, très bien. Je suis content. Merci. Alors bon voilà, et il y a aussi quand même un truc qui me fait, c'est passer à 20 sénateurs et 100 députés. Oui. Ok. C'est un peu le fantasme là parce que c'est resserré, c'est plus efficace. Non, ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher, c'est vrai. Il y a quand même le projet de passer à 400 députés et à combien 200 sénateurs 210. Je sais plus exactement sur le nombre de sénateurs. Et déjà, on ne sait pas très bien comment on va faire, mais bon. Alors, je vous rappelle quand même à la base, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est parti de la hausse des taxes sur les carburants avec le rattrapage du diesel sur l'essence. Alors, évidemment, on retrouve cette revendication à côté d'autres demandes relatives à la voiture. Là, j'ai retrouvé dans les 4 la suppression de toutes les taxes récentes sur l'essence. Parfois, on retrouve aussi l'annulation de la limite à 80 km/h sur les routes. Bon, voilà. Mais là dans cela, je l'ai pas vu par contre. Mais bon, je sais que je l'ai vu ailleurs et j'ai pas retrouvé. C'était dans le truc recensé par France Info, par contre. 20 sénateurs et 100 députés, c'est si on s'aligne sur les USA. Oui, voilà, ça à peu près. Ouais, ils ont que 100 sénateurs, 2 par État, et puis ils ont 435 députés de mémoire. Donc effectivement, ouais. Voilà. Captain Facom, si le salaire minimum monte, que deviennent les aides pour les bas salaires? Oui, c'est une bonne question que beaucoup d'économistes soulèvent quand on veut absolument monter le SMIC, c'est qu'en fait, mécaniquement, ça fait plus de personnes au SMIC, en fait. Et à savoir que, par exemple, les aides en fait, aux bas salaires sont extrêmement concentrées sur le SMIC, parce qu'en fait, plein d'entreprises sont exonérées de cotisations patronales sur les bas salaires, et que donc ça piège en fait beaucoup de salariés sur les bas salaires. Et c'est un vrai problème. Pour le coup, c'est vraiment un problème. Vraiment, enfin, je tiens à le dire. Il en a gros, Adrien. J'en ai gros, ouais. Et alors, vous avez aussi des mesures que je vais qualifier de gauche sociale, parce que je ne savais pas quel autre terme donner. Vous avez l'augmentation des APL, augmentation du SMIC, donc comme on en a beaucoup parlé, augmentation des salaires. C'est quoi la gauche pas sociale? Mais je dis gauche sociale parce que sinon, dire de gauche tout court, je ne savais pas. Tu vois, disons gauche. Ça veut rien dire la gauche de toute façon. Mais oui, ça veut rien dire gauche dans l'absolu comme ça, tu vois. T'es toujours à gauche de quelqu'un, tu vois. Et moi non. Si, je pense quand même, je pense. Augmentation des salaires, type Grenelle, enfin type mai 68, tous les salaires avaient augmenté. Et rétablissement de l'ISF, donc ça c'est un gros truc, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et la retraite à 60 ans, ce serait donc un retour en fait à la retraite à 60 ans, qui avait été notamment annulé par les lois Fillon dans les années 2000, à l'époque où Raffarin était Premier ministre. Oui, rappelez-vous, ça nous ramène à 2004, tout ça. Gauche sociale, c'est un peu un pléonasme dans Friteuse. Oui, mais enfin bref, je suis désolé, je cherchais un terme, si je mettais gauche tout court, mais c'est bon, voilà, j'avoue, c'est pas, je suis pas satisfait, voilà, n'est-ce pas, voilà. Donc j'avais dit, il y avait aussi des mesures de droite libérale. Vous allez dire que droite libérale, c'est pareil, ça veut rien dire. C'était la revendication du versement du salaire complet, c'est-à-dire à la fois le net et le brut, sans cotiser à rien, ni chômage, ni retraite, ni sécurité sociale. Alors Gultix, est-ce qu'on parle des fautes? C'est du mépris de classe. Exactement. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est parce que tu vois, ils ne partagent pas ton habitus, comme j'en ai dit à propos de Bourdieu, et donc tu es prêt à disqualifier leur revendication parce que c'est mal présenté et qu'il y a des fautes d'orthographe. Donc va faire ton autocritique, s'il te plaît, et reviens quand tu te seras amendé. Moi, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Est-ce que c'est juste, en termes de formulation, de parler de dissolution d'un gouvernement? Est-ce qu'on dissout un gouvernement? Non, le gouvernement démissionne. On est d'accord. Ah ouais, il peut être. Alors, je ne sais pas si le président a le pouvoir de. Ah non, par contre, il peut tomber sur une motion de censure. Oui, mais le seul qui a le pouvoir en fait de démettre un gouvernement, c'est le Parlement. Par contre, il peut démissionner sur demande du président, bien sûr, à une pression amicale. Évidemment. Mais voyez-vous les obligeances de démissionner. Exactement. Quand le Premier ministre va remettre sa démission au président de la République, c'est évidemment concerté. Enfin, sauf en cas de. Mais une dissolution, c'est pour l'Assemblée. Politique différent. Oui, c'est l'Assemblée qui est dissoute par le président de la République par ailleurs. Ok. Non, mais je me suis posé la question parce que c'est pas la première fois que je vois dissolution du gouvernement et il me semblait bien que. Oui, mais alors là, syntaxiquement, non, mais c'est juste pour moi pour savoir. Ouais, moi, je suis pas attaché au mot parce qu'il y a effectivement, si on avait par contre des juristes dans l'assistance, c'est que ils commencent à nous dire oui, mais on stipule pas dans la loi. Voilà, je pense qu'on peut. Mais effectivement, on ne dissout pas un gouvernement. Techniquement, il est démis, mais alors quand il se prend une motion de censure, comment ça s'appelle?
Tiens, tu peux nous dire ça, s'il te plaît? Bah, il est censuré. Il est censuré, bah oui, très bien, oui. Une autre question? Une autre question. Merci, merci. Et il y a aussi plein de demandes de démocratie directe, en fait. De démocratie type, alors beaucoup revient le plus de référendums, le référendum d'initiative populaire, ou alors on prend le modèle à la Suisse. Beaucoup revient, c'est pas une formulation française. Oui, c'est vrai, merci, tu as raison de me rattraper comme ça. T'es en train de devenir gilet jaune. Je n'aurais pas dans l'enfilade parce que ça passe pas avec le fond vert, c'est dommage. Je comprends rien. Donc voilà, il y a beaucoup cette envie qu'il y ait régulièrement des référendums pour demander l'avis aux Français. Sous-entendu, plus aucune décision ne serait prise. Enfin voilà, on peut dire une envie quand même assez prononcée de la part des gilets jaunes, on va les nommer comme ça, d'avoir plus voix au chapitre en fait dans les décisions. Ce qui rejoint avec la perte de légitimité de la démocratie représentative. Où en fait on vote pour un conseil municipal, des députés, un président de la République, un conseil régional, et après on les laisse faire, même si c'est pas vrai, je veux dire, on ne laisse pas faire en fait. Cassius Cobalt, les gens n'ont pas oublié 2005, ça fait plaisir. Oui, tu veux dire que il y a eu le référendum et qu'après on n'aurait pas écouté. Le truc c'est qu'en fait effectivement le TCE a été oublié, hein, je veux dire, il y a vraiment eu un abandon du traité de constitution européenne. Ce qui était appris dans Lisbonne, il y avait des éléments du TCE, mais c'était pas vraiment le même traité, quoi. C'est-à-dire qu'après, l'Union européenne était dans l'obligation d'avoir un traité, ne serait-ce que pour régler son fonctionnement. Donc, eh bien oui, quelques années plus tard, eh bien, les États ont ratifié le traité de Lisbonne, qui reprenait une partie du TCE sur le fonctionnement, mais qui n'avait rien à voir avec le TCE, ne serait-ce que dans sa formulation, où le TCE avait le mérite de tout remettre à plat et de ne pas faire à chaque article référence à des articles d'autres traités et donc on pouvait le lire tranquillement plutôt que de se taper en fait des références à des textes dans tous les sens. Voilà. Quand on aura fini sur les gilets jaunes, j'aurai un jeu à faire au chat. Très bien, très bien. Gultix, taxes imposées par le gouvernement, il y a des taxes pas imposées par le gouvernement. Oui, c'est une bonne ref. On pourrait imaginer dans la fédérale des taxes qui seraient imposées par l'État fédéré. Le gouvernement fédéral. Bah non, pas le gouvernement fédéral. Enfin, aux États-Unis, tu as des taxes d'État et des impôts fédéraux oui. et des impôts d'État. Oui. J'imagine qu'en Allemagne aussi. Et en Belgique, alors là, en Belgique. Dans les fameux en Belgique. Ah, en Belgique. Tu as encore un gouvernement qui devait tomber plus tôt que ça, mais ça vacille. J'ai vu qu'il y avait un gouvernement au Luxembourg aussi, ça tombe bien parce que je parlais du Luxembourg dans Et l'Europe Bordel tout à l'heure. Voilà. À 18h30 sur Acropolis. Abonnez-vous. Ici même. Abonne-toi. Balance ton sub. Je serai habillé différemment. Guitariste France, ce problème de légitimité de la démocratie. Oui, bah dans les pays fédéraux, hein, j'imagine qu'un peu partout. Les États-Unis, du Canada, c'est bien connu. Pardon. Oui. Pardon, ce problème de légitimité de la démocratie représentative est flagrant quand on regarde la défiance des Français pour le président. En quelques mois, plus personne déjà ne peut le supporter. Oui, et c'est un vrai problème qui s'est accentué avec le quinquennat qui a raccourci le temps politique et a transformé le président en chef de la majorité en fait. Parce que vous savez, mais en fait avant, eh bien, le président il était élu pour 7 ans et la majorité était celle de l'Assemblée nationale. Et le président pouvait être au-dessus des partis, beaucoup plus qu'aujourd'hui où en fait finalement le président il est élu après le vote de l'Assemblée nationale, 1 mois et demi à peine après son élection, n'est qu'une confirmation de ce vote. On l'a vu avec Macron qui est élu et qui amène à la majorité de l'Assemblée nationale et un parti qui n'existait pas quelques mois auparavant en fait. Et donc eh bien ça conduit le président à ne pas pouvoir assumer son rôle d'exécutif au-dessus des partis. Alors c'est vrai que Gravity Zero il n'a jamais été au-dessus des partis hein, bien sûr, mais quand même Mitterrand s'exprimait beaucoup moins et le gouvernement allait beaucoup plus au charbon qu'aujourd'hui. Et même si sous Sarkozy, les ministres avaient du poids politique, ça n'a fait que s'accentuer et de plus en plus, tant que le président ne parle pas, rien en fait n'est décidé, n'est rompu, n'est acté, arbitré. Poudzou, je me méfie beaucoup de la démocratie directe. Les élus scientifiques montrent que c'est souvent foireux dès que tu essaies de passer à l'échelle. Ah bah mince, c'est sur ce papier mais pas en pratique. Parce que, attends, tu confonds la démocratie directe et représentative. C'est-à-dire représentative, c'est ce qu'on a aujourd'hui où tu élis des gens pour te représenter. Et la démocratie directe, c'est tout ce qui est concertation, quand on demande aux gens, quand on leur demande leur avis tout le temps ou régulièrement, et où on ne fait pas confiance en fait, à la représentation. Par exemple, le mandat impératif.
qui est parfois réclamé. Et je suis surpris d'ailleurs de ne pas le voir très souvent dans les revendications des Gilets jaunes, qui serait qu'un élu n'a aucune marge de manœuvre nulle part dans ce qu'il fait, et où si jamais il en dévie un peu, on peut le démettre de ses fonctions en convoquant un nouveau vote pour l'enlever. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'échelle entre démocratie directe et représentative? Plus de démocratie participative ne serait pas possible. Si, mais d'ailleurs, il y a des choses qui sont faites et je vais y arriver. Et enfin, alors le troisième point qui me paraissait à prendre en compte dans l'incompréhension entre les Gilets jaunes et le monde politique, c'est l'organisation, tout simplement. Parce que ça peut paraître vraiment un détail et une anecdote, mais les partis, la République, la démocratie, c'est des organisations, des appareils, des habitudes, des pratiques. Par exemple, les négociations. On envoie des porte-paroles qui portent un mandat. Genre, voilà, il faut que tu aboutisses à ça, ça et ça. Vas-y, fais de ton mieux. Et là, vous voyez sur la photo qui va apparaître derrière moi tout de suite, là, c'est une négociation entre gouvernement et syndicats qui ont mené aux accords de Grenelle. Oui, Sylvain? Non. S'il te plaît. Non, mais j'ai absolument rien dit. L'image, merci. Ça suffit. Qui va apparaître derrière moi. Et donc, vous voyez sur une photo, c'est des négociations entre le gouvernement et des syndicats. Ça a mené aux accords de Grenelle en 1968. Et effectivement, et depuis donc des décennies, voire des siècles même, un bon siècle en France, ça se passe comme ça en fait. Mais depuis plusieurs années, on aime bien dire du mal des corps intermédiaires. Je dis on, j'ai une bonne partie du corps politique français qui aime bien donc mépriser ou essayer de passer à côté, des corps intermédiaires. Les syndicats, et aussi on s'est mis aussi à dire du mal des corps intermédiaires comme les partis, puisque vous savez bien que parti c'est devenu un gros mot. On monte plus des partis mais des mouvements. La France Insoumise c'est pas un parti, la République En Marche c'est apparemment un parti. Donc il faut absolument exactement, G25 notamment Macron, c'est la relation directe, grâce bien sûr aux réseaux sociaux, puisque vous n'avez plus besoin de passer ni par les médias ni par les corps intermédiaires pour vous adresser à l'ensemble de la France. C'est un vieux fantasme qui existe depuis au moins le début des médias de masse, puisque dans les années 20 et 30, avec la radio, plein de personnalités politiques se sont dit ah mais trop bien, on va pouvoir parler directement aux gens grâce à la radio. RN, c'est devenu un mouvement, c'est plus un parti. Ah non, Gravity Zero, c'est juste, ça a changé de nom en fait, non? Non, pas de nouveau statut. Et alors que nous avons passé la barre des 200 viewers, je suis très content de vous voir aussi nombreux. Bienvenue à toutes et à tous, aux habitués comme aux nouveaux. Alors, Sarkozy, il avait tenté déjà de court-circuiter les corps intermédiaires, mais il avait par exemple fait des grandes messes comme le Grenelle de l'environnement, et dont le nom était une référence à ces accords de Grenelle, n'est-ce pas? Donc il avait dû passer par les ONG et les syndicats. Hollande avait réintroduit un meilleur dialogue avec les corps intermédiaires dans une grande tradition socialiste. Ça n'avait pas très bien marché. Mais Macron, par contre, lui, il a donc voulu revenir à une relation directe au peuple, dans une tradition très bonapartiste, n'est-ce pas? Et on adore ça en France, le bonapartisme. On a toujours ce petit fantasme de l'homme fort qui va régler tous les problèmes avec sa poigne. Voilà, je te sens... Non, tu as envie de réagir, Sylvain? Pas du tout. Absolument pas. Alors Gundor, pourquoi ne pas dire les syndicats pour parler des corps intermédiaires? Si, j'ai dit syndicats, mais c'est pas les seuls corps intermédiaires. C'est-à-dire que l'ensemble des associations, des syndicats, des partis politiques également, et même des médias en fait, en général, sont ce qu'on pourrait appeler des corps intermédiaires. C'est-à-dire qui sont entre les institutions qui dirigent le pays et les gens. En général, vous, moi, et même Sylvain, et ces corps intermédiaires permettent de sortir une parole commune de plusieurs groupes, de un ou plusieurs groupes français. Dans le cas des syndicats, c'est les travailleurs, les salariés. Dans le cas d'une ONG environnementale, ce seront les partisans d'une meilleure prise en compte de l'environnement. Et Sylvain, vous voulez dire quelque chose? Tu veux dire que la régie n'est pas un corps intermédiaire entre le streamer et son public? Vous en pensez quoi, vous, dans le chat? Exprimez-vous. Le Rassemblement National est un mouvement et non un parti, n'a pas vocation à regrouper une partie des Français pour s'opposer à une autre société. Ah oui, non, mais ça, Gravity Zero, attends. Faut distinguer les punchlines. Ça, c'est de l'affichage. Ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné la structure partidaire avec des statuts et des réglementations.
pour tout bazarder et faire un truc comme ça. Non, c'est qu'ils se revendiquent effectivement comme un mouvement, et ça fait longtemps qu'ils essayent de faire ça pour bâtir quelque chose qui dépasse le parti. Notamment, il y avait eu le Rassemblement Bleu Marine, qui était censé être autour de Marine Le Pen et permettre d'élargir et d'avoir plus d'alliés, mais le Rassemblement national n'est pas un mouvement, enfin ils peuvent se revendiquer mouvement, mais ça reste un parti bien 20e siècle, hein, aucun problème là-dessus. Hein. Ou alors il faudra qu'on prouve le contraire par les statuts, et d'ailleurs si les statuts c'est-à-dire que c'est bien un parti, et par la pratique également, hein, franchement. Par contre, la France Insoumise, non, en fait c'est vraiment pas un parti, il n'y a pas vraiment de... C'est plus une association 1901 quelque part, mais ils n'agissent pas comme un parti, il y a un petit groupe qui dirige tout. Et c'est bien d'ailleurs ce qui a conduit certaines personnes à en partir, parce que il n'y a absolument aucune structuration interne en fait. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, Sylvain est en jaune, la régie est en jaune. La régie se radicalise, mais d'ailleurs, si vous saviez que ce qui est drôle, c'est que la couleur jaune, normalement, dans la lutte sociale, c'est la couleur des traîtres. C'est une insulte lancée par les syndiqués à ceux qui veulent casser les grèves, par exemple. Sale jaune. Ouais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on prend cette couleur jaune, mais dans l'histoire syndicale, le jaune c'est celui qui ne fait pas grève, c'est celui qui casse la grève. C'est exactement mon job actuellement. Ton job? Tu casses les grèves toi? Absolument, chez Acropolis, oui. Ah bon, okay, d'accord. Je m'assure que le stream ait lieu, quoi qu'il arrive. D'accord. Avec un avatar du streamer, c'est ça? Par exemple. D'accord. Une projection holographique. Ah, très bien. Macron était en jaune souvent pendant la présidentielle dans les sondages. Oui, mais alors ça c'est bon, faut savoir, les symboles ça vaut que dans un contexte donné. Hein. Le jaune traite, c'est bien que dans le contexte syndical et des luttes sociales. Le jaune sur un graphique politique, c'est parce que c'est le... comment dirons-nous la couleur du centrisme. Souvent, en tout cas. C'est la couleur... Wikifani qui vient de partager un lien dans le chat. Cliquons ça, faisons partager à tout le monde. Là, c'est ce que vient de faire Wikifani. Mouvement jaune, les jaunes, droite prolétarienne. Il fait chaud en fait avec l'écharpe. Je voulais cacher le jaune, mais. Ah oui, mais moi aussi j'ai chaud en sweat en fait. Et dans la couleur, dans le couple, c'est la couleur du cocufiage, le jaune. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, si on offre des fleurs jaunes à un mec, en général, c'est pour lui lancer un petit message, en toute finesse, bien sûr. Alors, bon, c'est quand même plus élégant que des cornes de cerf, n'est-ce pas? Alors, en fait, et là, je vous livre. Vous allez comprendre pourquoi. On arrive, à mon avis, au bout du système de la Ve République et de notre système électoral. Je sais que François, j'ai pas écouté tous les lives d'hier et d'avant-hier, mais je sais que François en a beaucoup parlé parce qu'en plus, c'est un de ses dada. Mais donc, on arrive au bout du système de la Ve République et surtout du système électoral français, où il y a, enfin, qui est à bout de souffle là, parce qu'il y a beaucoup d'abstention. À l'exception de l'élection présidentielle, il n'y a que la moitié des électeurs qui se déplacent, que ce soit pour les municipales ou les législatives, et ça quand même c'est bien embêtant pour rester, pour ne pas en dire trop. Quelle est la valeur ajoutée de tout ce qui encadre Sylvain? Je ne sais pas. Sylvain est encadré par ce qui est nécessaire à son travail, des micros HF, des outils. Il y a ses chaussures ou des chaussures, un tréteau, beaucoup d'écrans, un mur. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Bon, je pense qu'on peut revenir sur l'émission. On revient sur l'émission, oui. Mais je répondais au chat, tu sais. Oui, tout à fait. Il y a aussi donc le système uninominal qui conduit après des présidents à être élus avec seulement un quart des voix au premier tour, et ça s'est pas arrangé au XXIe siècle. Chirac, il a fait que 19% des voix en 2002, Sarkozy un tiers en 2007, Hollande 28% en 2012, et Chirac il est resté populaire assez longtemps, mais Sarkozy quand même il est très vite tombé dans la popularité, et Hollande aussi, malgré un score quand même plutôt honnête d'à peu près un tiers des voix au premier tour. Mais il y a aussi, de manière plus générale, la perte de légitimité du vainqueur à la présidentielle. Ça, quel que soit son score, pour une partie non négligeable de la population, y compris parmi les responsables politiques. Et ça, je pense que pas mal de cadres politiques remportent une lourde responsabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de diffuser un message de débat serein d'un bord à l'autre du spectre politique, eh bien, on a plutôt cherché à délégitimer les responsables politiques en s'attaquant non pas à la fonction, mais bien à la personne. Et ça a commencé notamment, en partie avec Sarkozy, que la gauche a explicitement visé tout au long de son mandat à lui. Il l'avait bien cherché, d'accord, mais n'empêche, dès qu'il a été élu président, et même avant, en fait, il était vraiment remis en cause. Et plein de gens ont dit c'est pas mon président, etc., etc. Mais c'était encore pire, en fait.
avec le mandat de Hollande, parce que dès le lendemain de son élection, il y a eu des pas mon président, Hollande dégage, Hollande démission, etc. Et alors avec la manif pour tous et en plus le début des fake news au niveau industriel, je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple de Najat Vallaud-Belkacem, principale victime d'ailleurs des intox sous Hollande, avec par exemple les ABC de l'égalité qui étaient censés apprendre la masturbation et l'homosexualité à des petits de 3-4 ans. Bon voilà, vous vous en rappelez peut-être. Et alors avec Macron, on a quasiment plus aucun mouvement politique aujourd'hui, hors La République En Marche, qui respecte même, et le Modem, parce que c'est ses alliés, qui respecte même l'élection de Macron en fait. Tout le monde est opposant, et tout l'ancien monde théorisé par Macron justement est opposant en fait à Macron, et ça fait beaucoup quoi. Et Macron a eu combien en comptant des abstentions? Eh bien, il a eu quoi au premier tour ou au deuxième tour? Parce que on a eu 25% d'abstention à peu près au niveau de la présidentielle, donc ça lui fait au moins 19% des inscrits, un truc comme ça. Justement, il y avait eu plein de schémas qui avaient circulé après son élection pour dévaloriser son élection, pour dire oh là là, non, il n'a pas été élu par la majorité des Français, puisque en fait, quand on prend l'abstention, eh bien, il n'a pas la majorité. Oui, mais sauf que ça vaut aussi pour ceux qui sont derrière lui. Hein. Et on ne sait pas ce que votent les gens qui ne sont pas allés voter. On ne peut pas savoir. Et il est quand même très peu probable qu'ils aillent voter tous pour quelqu'un d'en face quand même. Il est, comme dit Pouzou, aussi légitime que les précédents présidents. Le fait qu'effectivement qu'il ait été élu par contre par des gens qui aussi votaient plus contre Marine Le Pen que pour Macron, bon, joue sûrement, mais il est quand même arrivé en tête au premier tour, faut le rappeler. Hein. Ce qui est amusant, c'est que Ruffin et Mélenchon ont élu à la haine avec une plus faible proportion d'électeurs savoureux. Pouzou, tu serais pas un peu centriste, toi? Ouais, alors, pourquoi ne pas prendre en compte l'abstention des élections? Bah, mais ça changerait quoi, en fait? Enfin, je veux dire, il y aura quand même quelqu'un en tête. Et donc, à un moment, bah... il faudrait bien qu'on fasse un choix. Ou alors on revote, on vote jusqu'à... Donc là, en soi, tu trouves un autre moyen de système de vote, en fait, avec la proportionnelle, etc., où tu arrêtes de faire élire le président de la République au suffrage universel, puisque bon, le problème, c'est que tout se concentre après sur le président de la République. Déjà, il faudrait arrêter de donner le droit de vote aux femmes. Hein, alors, je tiens à me solidariser complètement des propos de la régie, qui sont des propos dignes du début du XXe siècle. Non, mais restons, je m'adapte à la couleur et à la texture de l'image. Ah, d'accord. Ah oui. Non, quand même, en 68, les femmes avaient le droit de vote. Hein, je tiens à te le préciser. Ça explique des choses. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes sur la photo. Hein. Ah non, c'est sûr que là, en 68, les syndicats, bon... remarque aujourd'hui, les dirigeants syndicaux sont quand même beaucoup des hommes. Mais côté gouvernement, c'était aussi très masculin. Disons, c'était une réunion assez couillue, faut le dire. Pour la petite histoire, d'ailleurs, en me renseignant sur les accords de Grenelle, figurez-vous qu'ils n'ont jamais été ratifiés. Enfin, c'était négocié, plein de points ont été négociés, mais ça n'a jamais été en fait signé. Mais par contre, la plupart de ce qui avait été négocié et obtenu par les syndicats ont quand même été appliqués ensuite. C'est assez merveilleux. C'est-à-dire que le truc est pas ratifié, mais je sais pas si ça se dit ratifié pour un accord comme ça, mais en fait, on a quand même mis en application ce qui avait été demandé et obtenu par les syndicats sans pour autant que ce soit signé vraiment de manière formelle par le gouvernement. Je trouve ça assez marrant. Sachant qu'il y a eu donc les 40 heures. Non, il y avait... Je sais même plus ce qu'il y a eu dans les accords de Grenelle. Putain, la honte. Grosse hausse de salaire, ça c'est sûr. Peut-être pas beaucoup plus de... Bref, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait remplacer les candidats à chaque fois pour qu'il y ait un nouveau choix d'après Cani 915? Bah ouais, mais enfin, après, je sais pas. Franchement, non. Est-ce que ça motiverait les gens à aller voter, comme il dit Céphie, si tu comptes les votes blancs, les abstentions? Ouais, je sais pas forcément. Hein. Retirer le suffrage universel direct en vrai, parce que la majorité des électeurs ne se soucient pas de la politique. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt intéresser les gens à la politique? Ouais, plutôt, parce que là, en fait, finalement, tu te fais dans un système façon dictature, mais je suis pas... Peut-être qu'on pourrait créer une chaîne de stream qui s'appellerait Acropolis, et dont la mission serait d'intéresser les jeunes à la politique. Ouais, mais il faudrait que j'ai un autre... Peut-être que je sais pas, je serais plus intéressant, non? C'est ça? C'est toi qui le dis. Je n'ai rien dit. Est-ce qu'on a besoin de l'accord à l'ONU pour faire des choses bien? Non, pourquoi? L'ONU n'est pas du tout une instance politique qui s'impose à la France. D'ailleurs, elle n'impose rien du tout, l'ONU. Hein. Non, rien du tout. Enfin, il y a que les casques bleus qui peuvent imposer quelque chose, mais il faut que ce soit voté par tout le monde, donc c'est quand même... Et encore, ça dépend où et dans quel cadre. Hein, et puis les casques bleus, ce ne sont que des envoyés des pays membres de l'ONU.
Oui, mais qui se mettent ensemble. Quasiment tout le monde est membre de l'ONU. Donc, Oui, mais tout le monde ne fournit pas des hommes. C'est vrai. Sachant qu'en fait, quand tu fais le compte, d'ailleurs, pour faire une parenthèse, il y a peu de pays qui ont une vraie armée, quoi, quand tu regardes. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de vraies ou de fausses armées. Si je devais résumer non, mais militaire c'est assez fou avec... quand je m'étais intéressé là, quand tu regardes les effectifs de l'armée dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est assez dingue la très très faible force armée du Mali, la Mauritanie, du Sénégal, du Burkina Faso, qui est même pas, qui est relatif sûrement au PIB et aux moyens de ces pays, mais qui sont vraiment absolument ridicules, effectivement. Tu comprends qu'ils aient besoin d'une force internationale ou de l'aide de la France quand ils ont un problème de sécurité intérieure. Bon, c'est un autre débat. Alors, ça motiverait les gens à aller voter pour avoir le réel pourcentage. Ouais, mais sans doute, moi je sais pas. Hein, franchement, je sais pas. Alors, ça tombe bien que vous parliez des fake news là sur le fait que la France allait être vendue à l'ONU, comme l'a dit la coiffeuse de Buzzy Elephant, parce que c'est aussi tout ça la conséquence d'une perte de confiance générale envers toutes les institutions qui, quoi qu'elles disent, ont toujours tort. Hein. Le gouvernement, les médias plus ou moins installés, hein, c'est-à-dire que là, vous prenez certains gilets jaunes, plus aucun média n'est digne de confiance. Hein. Ça n'empêche pas de regarder BFM et de relayer les articles, mais par contre, BFM, c'est de la merde. Les journalistes, les médecins, etc. Et ça donne, Sylvain, ça peut donner des choses comme ce splendide montage que je vous ai fait. Hein, les anti-vaccins, les rumeurs sur la Constitution suspendues par un malheureux décret de Valls, qui n'avait absolument rien à voir par ailleurs, et le grand remplacement à cause du pacte de Marrakech. Je vous laisse devant ces illustrations, toutes authentiques, n'est-ce pas? Des illustrations qui vous sont proposées par Adrien de Party Time. Merci. Et alors là, vous avez un dessin contre les vaccins avec la vilaine industrie pharmaceutique. Vous avez un extrait une copie d'écran de la vidéo qui explique comment la France n'a plus de constitution en fait depuis le 1er janvier 2017. Et oui, vous le saviez pas, mais on n'a plus de constitution et c'est un décret qui l'a annulé. Hein. Alors, j'ai petit cours de droit quand même avant qu'on pose la question. Pour qu'on suspende la constitution en France, il faudrait soit qu'un pays étranger nous envahisse, soit qu'il y ait une révolution et que tout ce que la France compte de gouvernement soit déposé, tué, d'une manière ou d'une autre, en tout cas mise hors d'état, et qu'il y ait quelque chose qui arrive de complètement fou, quoi. Parce que même si en fait tout le monde meurt, mettons dans un cas incroyable façon Designated Survivor, tout le gouvernement, le président de la République et puis les deux parlements disparaissent d'un coup. Eh bien, la Constitution a quand même prévu, alors je ne dis pas qu'on ne serait pas en crise, hein, mais la Constitution existerait quand même. Et même si on donnait plein pouvoir à Macron, eh bien, c'est quand même la Constitution qui s'applique. Hein. C'est l'article 16, hein, ça, Sylvain? Aucune idée, moi je ne connais pas la Constitution. D'accord, mais bon, des fois on connaît les articles comme ça. Moi je connais que l'article 50. C'est pas de la Constitution. Non, et alors c'est du TFUE, je ne sais plus comment. Même si on donnait plein pouvoir à Macron, eh bien c'est quand même la Constitution qui s'appliquerait, puisqu'il faudrait que ce soit voté par le Parlement, et ensuite il y a un délai, et c'est revoté, etc. Donc, je veux dire, la Constitution, elle est dans tout et réciproquement, quoi. Tout doit s'accorder à la Constitution, et quand ça s'accorde pas à la Constitution, eh bien il faut qu'on modifie la Constitution, en fait. Et là, vous avez, parce qu'on parle beaucoup des fake news qui arrivent par des gens inconnus sur des chaînes YouTube random ou des groupes Facebook. Là, vous avez quand même le Rassemblement national qui relaie avec plus ou moins de finesse le danger du pacte de Marrakech, puisque ça devient un projet mondial pro-migrants, ce que ça n'est pas du tout. Hein, et surtout, en signant, Macron prépare la submersion de la France, tout simplement. Donc François Malocena propose une commande Marrakech, peut-être, pourquoi pas. Puisque Camille parle du Frexit et donc de l'UPR, eh bien j'ai regardé, alors pas tout au bout, j'avoue que j'ai pas eu le courage, justement la vidéo de Monsieur Asselineau sur le pacte de Marrakech. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'en même pas 2 minutes, il nous a déjà dit que de toute façon, ça s'appelle pacte, mais que ça s'appelle pacte, traité, constitution de l'Europe, tout ça. Ça veut rien dire, on s'en fiche, c'est signé, donc ça va s'appliquer à nous. Ok, j'aime beaucoup. En droit, j'ai ironisé sur les termes en droit, justement, tout à l'heure, mais justement, si les juristes sont chiants et vous disent non, on dit pas ça comme ça, c'est qu'en fait, en droit, les termes ont beaucoup d'importance. Et que donc, si ça ne s'appelle pas traité de Marrakech, mais bien pacte de Marrakech, eh bien, c'est bien qu'il y ait une raison, quoi. François, j'ai créé la commande Marrakech, tu vas le taper dans le chat. Vas-y, François, tape, je ne sais pas ce que ça va donner.
François, merci. Quelqu'un peut taper? Il y a évidemment... Superbe, merci. Macron prépare la submersion de la France. Très bien. Alors, mais tout ça, c'est... préciser avec la complicité de l'ONU, excusez-moi. Ah oui. Ah oui, tu n'avais pas vu en tout petit. Signer la pétition. Ah, puis il y a deux typos dans cette affiche, c'est dégueulasse. Merci Sylvain, c'est très bien. Alors, et peut-être, justement, tout ça c'est parce qu'on manque de sens commun, peut-être, qu'on n'a plus de lien ensemble pour un projet collectif, hein, qu'on n'a plus l'outil pour les mettre en place, comme la concertation, la participation, et justement, et si, peut-être on avait plus de démocratie participative, plus d'outils comme le budget participatif. Alors, je vous avoue que j'avais prévu de parler beaucoup du budget participatif, mais il ne me reste plus qu'une demi-heure. Alors, moi, j'avais un jeu à vous faire. Voilà, et en plus, comme ça, il y avait un jeu en plus. Donc, je vais aller beaucoup plus rapide sur le budget participatif que prévu, mais donc, Sylvain, vas-y. C'est très rapide. Il y a le jeu. Qui a dit on ne juge pas le 100 mètres haie au bout de 12 mètres? Ce matin à la radio. Et ensuite, vous me dites de quel sujet il parlait, évidemment. Mais Jacques Bourdin. Ce n'est pas Bourdin, ce n'est pas Macron. Griveaux. Et nous avons la bonne réponse dans le chat, c'est dingue. Ah, c'était sur Inter, j'aurais pu l'entendre en plus. Wauquiez, Griveaux, non. Non. D'accord. La salle. Mbappé, oui, ça aurait pu aussi. Non, Mbappé, il aurait plutôt dit on ne juge pas un match sur les 10 premières minutes, quoi. Et donc, c'est une métaphore pour dire qu'on ne juge pas un quinquennat à cette 18 premières minutes. Non, il parlait de l'effet de la suppression de l'ISF. Ah. Que comme il y a certaines personnes, dont Jean-Luc Mélenchon hier pendant le débat à l'Assemblée, qui disait qu'on pouvait mettre dès à présent en place le contrôle pour l'analyse de l'impact de la suppression de l'ISF et de la transformation en IFI. Ça pouvait se faire dès maintenant, sans attendre 2019. Darmanin lui répond on ne juge pas un 100 mètres haie au bout de 12 mètres. Mais je crois que ça existe le 100 mètres haie, je crois que c'est le 110 mètres. 110 mètres, oui. En fait, on rajoute 10 mètres. Alors chez les hommes d'ailleurs uniquement pour qu'ils aient plus de place pour leur élan, alors que les femmes font un 100 mètres haie. Ah oui, c'est ça. De manière assez bizarre. D'ailleurs, je sais pas parce qu'elles font pas un 90 mètres, elles font bien un 100 mètres aussi, mais je sais pas. La police va investiguer sur cette question. Une différence qui n'existe pas d'ailleurs pour le 200 mètres haie, il me semble. Mais, ou le 400 mètres, je sais pas si y a un 200 mètres, c'est un 400 mètres haie, ça j'en suis sûr. Bref, alors que le steeple chase, lui par contre, est la même distance pour les hommes et les femmes. Alors que vous êtes 230, écoutez, c'est mon record hors mise en avant. Je suis très heureux de vous voir. Aussi nombreuses et nombreux. Petit rappel, nous sommes à 5 subs d'un nouvel emote, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton sub. Alors rapidement, je trouve que pour Robert Browski, pour rester dans un esprit d'égalité, c'est ça que je trouve que les femmes devraient concourir contre les hommes, tout sport confondu. Ouais, je suis pas sûr que les femmes soient d'accord, par ailleurs. Il y a quand même un petit différentiel de performance, y compris en haut niveau, qui peut poser problème dans certains sports quand même. Merci François, ça me touche ton bravo venant de ta part. Alors, oui, donc... pardon. Alors, oui, il y a eu les 8 et 9 novembre dernier, avec ce très très beau logo derrière, oui, les rencontres nationales du budget participatif à Montreuil. Et j'en avais vraiment parlé parce que j'avais fait une partie sur les budgets participatifs il y a un mois dans Party Time en fait. Et donc, en fait, ça permet de revenir sur les exemples de Montreuil, Grenoble, Rennes et Paris, qui ont eu les honneurs d'un résumé, figurez-vous, sur le site des budgets participatifs. Car oui, il y a quelqu'un qui tient un site qui s'appelle lesbudgetsparticipatifs.fr et qui recense quasiment toutes les initiatives françaises sur les budgets participatifs. Et si vous voulez d'ailleurs... en savoir plus, vous allez sur ce site et ça parle de manière assez exhaustive en fait de tout ce qui se passe en France, et ça vous donnera même des statistiques sur les villes, la taille des villes qui s'en occupent. Ce qui manque, serait évidemment, notamment une carte en fait qui nous permettrait de mieux connaître les villes, mais bon, on ne peut pas tout avoir, la personne a l'air toute seule pour faire ça. Bonjour, merci François. As-tu parlé de l'article 53 qui vend l'immigration aux GAFAM? Alors non, je n'ai pas entendu parler de celui-là, et par contre, il va vendre l'immigration à l'ONU, en fait, et ça fera des esclaves. Et d'ailleurs, Barack Obama avait déjà commandé 50 millions de sacs à cadavres en fait. Oui, il y a eu une rumeur comme ça. Alors bon, déjà il y a Montreuil. Alors j'ai fait un E horrible là, horrible. Montreuil
Et donc une ville de 105 000 habitants, je sens qu'il y a des Montreuillois là dans l'assistance, donc je vais parler de Montreuil. Et alors, elle a 26% des Montreuillois qui ont moins de 20 ans et 20% des habitants qui sont d'origine étrangère. Donc ça, c'est un résumé des propos de l'adjointe qui est venue en parler, qui s'appelle Tania Assouline. Aucun lien de parenté avec David Assouline qui est venu hier chez Question au sénateur. Mais bon, c'est assez rigolo. Et alors la ville s'est engagée dans le budget participatif en 2015 en fait. Et c'est tous les 2 ans, c'est amusant, c'est pas tous les ans, c'est que tous les 2 ans. Et alors cette année, ils ont eu, alors ça c'est un chiffre qui me paraît assez faible en fait, mais finalement ça fait 5% de la population de Montreuil, 5176 personnes en fait, qui ont élu 34 projets l'année dernière, et donc ça fait au moins 2 projets par quartier et 2 à l'échelle de toute la ville en fait. Voilà. Donc ça c'était Montreuil en fait, et pour Tania Assouline, donc l'adjointe qui a délégué à la citoyenneté et à la démocratie locale, ça fait œuvre d'éducation populaire et de pédagogie sur le travail du service public communal. Oui, parce que quand vous déposez un projet ou quand vous votez pour un projet de budget participatif, eh bien vous êtes au courant de son coût, du temps que ça va mettre ça va prendre pour être mis en place, et des difficultés inhérentes à ce projet, bien sûr, parce que vous pouvez réclamer plein de choses, mais bon, ça part jamais de zéro dans une ville. Donc, si vous voulez mettre en place, je sais pas moi, une piste cyclable pour un projet qui est cher à mon cœur, n'est-ce pas, Perceval ? Eh bien, oui, mais sauf que ce chantier, il va coûter des sous, il va avoir un délai, et d'ailleurs, pendant ce chantier, eh bien, il y aura soit un petit peu d'embouteillage, ou carrément, on va couper une rue. Et ça, il faut le prendre en compte. Alors Grenoble, parce que je sens j'ai cru voir passer quelqu'un qui était content qu'il y ait Grenoble dans les villes. Et bien figurez-vous que c'était donc un certain Pascal Clouer de Grenoble qui est venu et qui en a parlé comme d'un outil de la transition. Il faut savoir que Grenoble a élu en 2014 un maire issu d'une coalition entre des écologistes et un mouvement local de gauche en fait, très très vieux, qui a mis du temps à se constituer. Et voilà, Grelibre, oui, ok, Lord Friteuse, je sens qu'il y a des gens qui connaissent Grenoble ici. Et la ville a apparemment un tissu associatif et citoyen très développé avec aussi des unions de quartier. Et donc, paf, 2015, budget participatif. Et donc, en 2017, ils ont aussi élu des projets de solidarité. Voilà, non, parce que je fais la conversion des temps en direct, donc c'est pas toujours simple. À défaut de la convergence des luttes. Voilà, exactement. Et alors, en fait, donc ils se font carrément une journée entière de présélection des projets, en fait, qui s'appelle le Forum des idées, dans une ambiance festive, mais par contre tout de même très rigoureux, puisqu'ils contrôlent bien sûr les votes et aussi les projets qui sont sélectionnés. Alors, pour la petite histoire, Eric Piolle est un maire que j'ai invité très très vite à Party Time, et si vous connaissez... si vous êtes grenoblois, n'hésitez pas à lui envoyer des petits mots pour dire on veut qu'il vienne à Party Time. Il me semble qu'il y a une personne qui est membre de la modération qui habite à Grenoble. Eh bien, cette personne, c'est ce qu'il lui reste à faire. Et alors, Pascal Clouer, qui est adjoint à la démocratie locale, pour lui, les projets citoyens sont tout aussi pertinents que ceux des élus. Ah bah oui, c'est normal. Et donc, c'est l'opportunité, grâce au budget participatif, de les réaliser. Voilà. Et c'est aussi un bon outil au service de la transition écologique. Et il appelle à, attention, faire ensemble et non plus à faire pour. Oui, c'est-à-dire... ce qui est reproché aussi parfois à certains élus, c'est d'arriver, d'avoir le projet, je sais que c'est bon pour vous, boum, on le fait, sans aucune concertation. Et l'intérêt de faire un budget participatif avec les gens qui proposent leurs propres projets, avec une expertise de l'administration municipale tout de même, pour ne serait-ce que budgéter, ça permet aux gens de proposer et de faire évidemment ensemble avec l'institution d'un côté et les citoyens de l'autre en fait. Et Fanny Dufos nous dit que c'est un vote super sérieux, les agents municipaux qui se baladent à tous les événements pour organiser les votes basés sur liste électorale. Oui quand même, il n'y a pas de secret. Et à Rennes, à Rennes, c'est Rennes et Rennes Métropole en fait qui travaillent en complémentarité. Donc cette ville, très dynamique comme toutes les villes, n'est-ce pas ? Eux aussi ils ont commencé en 2015. Les élections de 2014 ont vraiment marqué une extension de tous les budgets participatifs en France. Les mandats de 2008-2014, c'était vraiment les pionniers. Là, 2014, il y en a beaucoup plus. Donc ils ont essayé de rendre le budget participatif très présent tout de suite en fait dans le quotidien et l'espace public, et ils ont mis des agoras citoyennes partout dans la ville et ils l'ont rendu accessible au maximum à tous en fait. Et donc Jean-Marie Goater, adjoint à la démocratie locale de Rennes, le budget participatif doit aller du je au nous. Ce que je disais sur le lien social et la cause commune qui peut réunir les gens entre eux en fait.
Et donc les porteurs de projets ont un rôle important qu'elles réunissent les habitants dans le temps et génèrent de nouvelles solidarités. Ça, c'était pour Rennes. Je ne sais pas s'il y avait des Rennais dans l'assistance. Et enfin, on va venir par Paris, quand même. Parce que c'est la plus grosse collectivité en France qui fait un budget participatif. 2 200 000 habitants. Donc ils ont commencé en 2004. Si Paris l'a fait, boum, tout d'un coup, tout le monde a eu un exemple sous les yeux. Et aujourd'hui, depuis 2015, c'est les Parisiens eux-mêmes qui proposent leur projet. Et ensuite, c'est validé par l'administration pour voir si c'est faisable, etc. Et combien ça va coûter. Et il y a une enveloppe spéciale pour les quartiers populaires. Et 30 millions d'euros. Voilà. Et ça évite en fait qu'il y ait un biais qui ne redistribue les projets participatifs que sur les quartiers où les gens savent s'organiser et écrire un projet qui tient la route. Et là, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les Gilets jaunes, c'est qu'il y a toujours des biais dans les mobilisations, enfin, souvent, où se mobilisent plus souvent les gens qui sont capables d'écrire et d'avoir les codes culturels avec les institutions. Et donc cette enveloppe qui est censée rester au quartier populaire permet d'éviter qu'il n'y ait que les beaux quartiers entre guillemets qui se mobilisent pour refaire leur trottoir ou améliorer leur cadre de vie. Donc alors apparemment il y a un problème à Paris, c'est que tous les projets ne sont pas forcément conçus ensuite en lien avec les habitants qui l'ont proposé ou voté. Mais par contre, quand même, à Paris, c'est 10% des habitants qui ont voté. C'est un record français pour une ville de cette taille. Bitmall, concrètement, il y a eu quoi? Alors là, je te renvoie au site des communes en particulier, parce que c'est très divers. Tu as des réfections d'écoles, de préaux, de cours d'école, de voiries, des fermes urbaines. Tu as beaucoup de choses qui concernent la sécurité des piétons, des vélos. Voilà, c'est très varié et là ça dépend aussi beaucoup du cadre de vie déjà existant. Célan, est-ce au peuple de s'approprier les codes de l'institution ou à l'institution de s'adapter au peuple? J'allais dire les deux, mais il y a effectivement un gros effort de l'institution à faire pour se mettre à niveau. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire forcément, c'est pas du tout en disant que ça doit s'abaisser, mais en tout cas être plus accessible, plus compréhensible, plus inclusif, pour prendre un terme à la mode. Mais il y a quand même, de toute façon, il y aura un moment où les gens doivent aussi, et ça vaut pour tout le monde, parce que même moi je ne maîtrise pas tous les codes de toutes les institutions, faire un effort aussi pour savoir comment on s'adresse à telle ou telle administration et institution pour obtenir gain de cause. Et je sais que dans la justice, par exemple, il vaut mieux passer par un avocat qui lui aura tous les codes. Mais bon, c'est quelque chose qui fait que de toute façon, il y a besoin quand même qu'il y ait des règles, et ces règles-là, il faut les connaître en fait. Voilà, côté de Facom, il y a déjà un flottant pour filtrer le canal Saint-Martin à Paris. Tout ça, c'est vraiment un tout petit, un des multiples projets qu'il y a à Paris et dans les 20 arrondissements. Alors, juste pour rappel, il y a 6 millions de Français qui sont concernés par le budget participatif. Ça fait beaucoup, dont 2 millions à Paris. Donc il y a 4 millions de Français hors Paris qui sont concernés par le budget participatif. Ça fait un peu moins de 10% de la population française. Mais bon, c'est pas mal, c'est des grosses villes quand même. Des règles ou des soumissions à un protocole au moment de White Baboon. Je sais pas, mais moi je suis d'accord. Il y a des fois des institutions qui sont beaucoup trop lourdes, avec des règles et des protocoles beaucoup trop lourds, qui empêchent qu'elles soient saisies ou qu'on s'adresse à elles. Et des fois, ça peut poser problème. Et donc, il est nécessaire que les administrations et la politique fassent un pas vers les vrais gens, entre guillemets, et pour que le dialogue soit plus simple. Voilà. Que pensez-vous de la violence tacite structurelle des institutions françaises, demande Robert Broski. T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux dire par violence tacite? Parce que c'est tacite, c'est que c'est pas évident. Donc, une violence tacite, elle s'exerce pas vraiment, quoi. Donc, moi, je ne sais pas. Allez, on va finir en parlant de l'ancien monde. Allez. Est-ce que vous connaissez Stanislas Guérini? Regardez, Stanislas Guérini, donc là, en contre-plongée, fier, comme à la proue d'un bateau, en fait. Ça me fait penser au plan d'un film, d'ailleurs. Les gens connaissent Stanislas Guérini parce qu'ils l'ont déjà vu dans les QAG commentés sur Acropolis le mardi et le mercredi. Parce qu'il est député, mais oui. Ah là là, dommage. Il a pas l'air bien, Barthez. Merci, j'ai du ciel.
Alors non, Fanny Dufaux, je ne crois pas qu'il y ait un lien de parenté avec les Guérini à Marseille, mais j'ai pas enquêté plus loin parce que je me suis dit que c'est un homonyme de base. Ce Guérini-là est plutôt parisien puisqu'il est député. Ah zut, j'ai pas noté la circonscription. Non, il est député de Paris, mais je ne sais plus de quelle circonscription, mais peu importe, ça a peu d'importance. Et là, il joue au flipper de Sasuke. Oui, c'est vrai, on dirait qu'il joue au flipper, mais sur un très gros flipper parce qu'il lève les yeux très très haut en fait. Il est chauve, c'est donc un streamer français. Ben non, regarde. Tiens, non. Tous les streamers français ne sont pas chauves. Un streamer français qui a fait le Z-Event. Il est député de Paris, 3e circonscription. Merci, c'était dans le 10e arrondissement. Très bien, merci beaucoup. Alors qui sait, alors c'était courageux, parce que le week-end dernier, le 1er décembre, la République En Marche a quand même tenu son congrès. Alors qu'il y avait des manifs partout dans Paris, que c'était déjà la crise politique. Et alors, mais qui est ce Stanislas Guérini qui remplace Castaner au poste de délégué général de la République En Marche? Eh bien, alors, mais qui es-tu, Stanislas? Eh bien, en fait, figurez-vous qu'il faisait partie de l'équipe de campagne de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire PS de 2006. Donc, il est dans le game depuis longtemps et plutôt, donc, pour aller vite, à la droite du Parti Socialiste. Et il était avec des gens qu'on connaît bien aujourd'hui, puisqu'ils sont toujours avec Macron, qu'ils sont avec Macron aujourd'hui. Ismaël Emélien, Cédric O, Benjamin Griveaux et Siben Ndiaye, qui étaient tous derrière Dominique Strauss-Kahn. C'est marrant quand même. En 2011, il a travaillé avec Pierre Moscovici sur le programme présidentiel toujours de Dominique Strauss-Kahn. La première de 2011. En 2006, Strauss-Kahn a perdu face à Ségolène Royal. Et en 2011, il a perdu face au Sofitel. Et il a rejoint Stanislas Guérini en fin 2015, grâce à Ismaël Emélien et Benjamin Griveaux, en participant aux créations du mouvement En Marche. Il était secrétaire de l'association de financement, en fait, et même référent départemental à Paris. Il a aussi animé et chauffé les salles pour les meetings de Macron. Il a aussi supervisé la cérémonie de la victoire à la pyramide du Louvre. Beau travail de scénographie, on peut le dire. Au passage, pour ceux qui sont intéressés par la question de la représentativité électorale, je vous conseille les vidéos sur les mathématiques du vote par le youtubeur CGP Grey. Ok, je connais pas pour le coup, mais bon, si tu dis que c'est bien, on va te faire confiance. Robert Borski, tu serais de poser des questions plus simples de l'avenir. Ah bon, bah d'accord, mais non, sinon c'est juste peut-être qu'on l'a pas compris, tu vois, et que si tu l'as dit différemment, peut-être qu'on saura te répondre. Il n'y a aucune question qui est trop compliquée. À la limite, trop compliquée, je sais pas, je peux pas, mais n'hésite pas. N'hésite pas. Alors bon, voilà. Et donc, ce Stanislas Guérini, député et vous voyez, fidèle de Macron de la première heure et ancien soutien de Dominique Strauss-Kahn, est aujourd'hui le délégué général d'En Marche, c'est-à-dire le dirigeant d'En Marche, en fait, on pourrait dire secrétaire national ou président du parti. Et En Marche, pour un parti qui a une toute petite histoire quand même, eh bien, ils ont déjà eu beaucoup de dirigeants. Le parti n'a pas 2 ans et pourtant déjà, ils ont eu Macron au début, mais c'est normal, il faisait la campagne, quoi. Mais à l'époque, il y avait déjà un secrétaire général pour tout ce qui était gestion, et c'était Richard Ferrand. Et quand c'est pas devenu un parti après la présidentielle, et que Richard Ferrand devenait ministre / justiciable, l'intérim a été assuré par Catherine Barbaroux, qui a laissé sa place au congrès de Lyon en novembre 2017 à Christophe Castaner, qui était en fait le premier délégué général du parti, en fait. Il était le seul candidat, donc ça a été assez simple comme élection. Alors je peux vous dire que les partis vont mal en France en général, mais celui-là va pas très bien non plus. Non seulement Sylvain, il est plutôt impopulaire, comme tous les partis en fait, mais Sylvain. Comment ça, je suis impopulaire? Slide, merci. Bon, comme tous les partis en fait, il est impopulaire, sauf un petit peu ELV, mais c'est à peu près toujours comme ça. ELV est plus populaire que la moyenne et même est plus populaire que impopulaire, mais ça ne se traduit pas en vote. Je veux dire, ne vous faites pas avoir, il y a un 40% de popularité là, mais j'ai déjà vu des chiffres similaires et ça ne veut pas dire que ça se transforme après en vote en fait. C'est comme Bayrou qui est souvent une personnalité plutôt appréciée en général. Oui, c'est ça. Et qui gagne jamais à la fin. Exactement, parce qu'en fait les questions qu'il soulève ne sont pas les premières citées ne sont pas celles qui conduisent au choix de vote. Et ne sont pas dans les priorités en fait des gens. Les gens les aiment bien, mais en fait ça va pas jusqu'à voter pour eux. On l'aime bien, il est mignon. Oui, c'est ça. Il dérange pas quoi. Mais c'est pour ça que selon le mode de scrutin à une élection,
Et c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à François. Ah, je crois que si François nous écoute, il va être content qu'on en parle un petit peu. Les votes pourraient être... Enfin, pour les mêmes votes, le gagnant pourrait être complètement différent. Oui. Ah, merci à Camille non plus, je comprends pas pourquoi Bayrou est apprécié, mais peut-être que Sylvain pourra nous expliquer. Hein. Il est plus versé dans les arcanes centristes. Ce n'est pas le sujet à ce jour. Je ne comprends plus pourquoi il y a. Et d'ailleurs, alors pour vous dire quand même que le parti va pas très très bien, hein, c'est jamais facile hein, d'être un parti au pouvoir, hein, mais là c'est vraiment très dur. Parce que le problème, c'est que c'est un parti où tout repose sur une personne. Et en plus, cette personne est devenue président de la République. Donc c'est très, très, très compliqué, puisque le président de la République n'est pas censé être chef du parti. Donc tout ça est quand même très compliqué. Et une des preuves que le parti ne va pas super bien quand même, c'est que donc le Conseil, qui s'appelle Le Conseil, hein, vous l'avez vu sur le pupitre de Stanislas Guérini, il y a écrit Le Conseil avec un C majuscule, qui compte environ 800 membres, hein, il y a 200 adhérents tirés au sort, dont les 40 animateurs locaux, 45 élus locaux adhérents du parti, et puis des membres de droit, alors, les référents départementaux, des membres du gouvernement qui ont adhéré au mouvement, des parlementaires, etc. etc. Tout ça sur ces 750 ou 800 membres, ça dépend des sources, alors je n'ai pas eu de vraies sources, qui avaient le droit de venir pour faire le choix entre Stanislas Guérini et Joachim Sonforget, je ne sais pas comment ça se prononce. Sonforget, merci. Eh bien, il n'y en a que la moitié qui s'est déplacée en fait. Voilà, la plupart plein de gens ont préféré en fait rester chez eux. Je peux te poser une question ? Oui. Tu l'aurais placé ici, toi, EELV, entre le PS et En Marche ? Ah oui, ils ont fait une liaison gauche-droite. Eh bien, écoute, oui et non. Okay, ça dépend des jours. Non, mais parce qu'il y a des sujets sur lesquels effectivement ELV serait plutôt entre le PS et En Marche, mais en général c'est plutôt entre le PS et la France Insoumise. Sachant que moi, quand je classe les partis de gauche à droite, je les mets pas sur des points, mais je fais plutôt un spectre en fait, pour permettre des recoupements entre partis, tu vois. C'était pas ma question. Non, mais ok, très bien. Donc ouais, c'est assez surprenant, effectivement. Limite maintenant, on pourrait presque mettre le modem avant En Marche. En plus, donc ouais, mais bon, après, il faut bien le faire, tu vois. Enfin, voilà. Oui, mais à choisir, j'aurais pas fait dans ce sens-là. Mais... Adrien Spotted, dans quoi ? Ah, tu veux dire dans le en même temps, c'est ça ? Désolé. Le Conseil, le truc typique que tu peux jamais retrouver sur Internet. Oui, Fanny. Mais bon, si tu vas sur le site de l'AREM, tu devrais pouvoir en tirer quelque chose quand même. Voilà. Effectivement, Cani, en une dimension, pour les partis, c'est un peu difficile de classer droite-gauche, parce qu'il y a des sujets où certains sont plus à droite, plus à gauche. Tu as des partis qui vont très très à gauche et très très à droite, en fait, et d'autres sont plus cohérents idéologiquement. Un parti comme ELV est assez, pas incohérent idéologiquement, mais peut couvrir une partie très très grande qui pourrait aller presque du NPA en fait au MoDem, alors que le PS serait beaucoup plus restreint sur son étendue politique en fait. Voilà. Et aller jusqu'au MoDem en passant par En Marche, du coup ? Eh ben non, du coup non en fait. Non, exactement. Bonjour premier Savage, tu viens d'arriver, c'est quoi ce tableau ? Bon, ce tableau c'est juste pour illustrer l'impopularité des partis politiques en général, et pour dire que En Marche ne va pas très bien, et par ailleurs si on regarde bien, on a même la chute de popularité, oui ils perdent 12% en fait, 10% en bonnes intentions, et ils en gagnent 12 en bonne opinion, et 12 ils en gagnent 12 en mauvaise opinion, puisqu'en fait, je crois que la première vague Cantar-Sofres comme ça, en fait, de popularité des partis, 10 points, pas pour cent. Merci Pulzo. Oui, tu as raison. Tu as raison de me corriger sur ce point. Je suis quand même assez attentif à ça, normalement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la première vague, en fait, Quentin Sanfraise pose cette question sur la popularité des partis politiques aux Français de manière régulière depuis des années. Et vous avez l'historique sur leur site, et c'est assez intéressant. Et tous les 3 mois. Et comme ça, on a vraiment l'historique de la popularité de tous les partis. Vous verrez que les écolos sont souvent en fait dans le haut du panier, voire tout en haut des partis les plus populaires. Et souvent le seul en fait à avoir un total popularité, de bonnes opinions supérieur au total des mauvaises opinions. Mais la première vague en fait de cette question de Quentin Sofres après les élections pour En Marche mettait En Marche super haute dans les bonnes opinions. Et évidemment, ça n'a cessé de dégringoler au fur et à mesure que le parti était au pouvoir avec Macron.
et sa majorité à l'Assemblée nationale en fait. Alors, Tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec les intentions de vote. Attention. Oui. En parlant de bonnes opinions sur les leaders de parti, il y a Europe Elect, le compte Twitter dont tu nous as parlé dans l'Europe Bordel, l'émission de 18h30. L'émission de tout à l'heure, oui. Et donc d'ailleurs qui m'a encore fourni des sondages bien sympas et croustillants. Il y en a un qui est sorti il y a 3 minutes, que je vais vous livrer immédiatement. Ah, boum, vas-y. Donc c'est sur les leaders de parti ou les présidents de parti en France. Un sondage fait auprès de 1000 personnes. Ah, mais j'ai vu passer celui-là. Entre les 4 et 5. C'était mis il y a 3 minutes. Donc, oui, mais il récupère le sondage déjà diffusé. En tête, Bayrou avec 31%, il augmente de 3 points devant Le Pen et Besancenot. Les deux sont à 25. Besancenot est à plus 2. Et Le Pen à plus 1. Okay. Dupont-Aignan est 4e avec 24% à plus 2. Macron est 5e avec 23% à moins 4. Mélenchon à plus 2 à 23% également. Donc Macron et Mélenchon au même niveau. Hamon après à 20% à moins 3. Wauquiez plus 2 à 19%. Ruffin à 15% plus 2 également. Philippot 12%, il ne bouge pas. Et Olivier Faure plus 1, il monte à 9%. Il n'y a pas Montebourg Pardon, pas Montebourg, il n'y a pas Benoît Hamon Si, Hamon dit 20%. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Entre Mélenchon et Wauquiez. Ah, t'imagines un dîner, t'es entre Mélenchon et Wauquiez, quoi. Alors, Macron est chef de parti non Fanny, c'est Party Leaders plus President. Ouais. Voilà. Exactement. Et c'est un sondage de quel institut, s'il te plaît? Alors, c'est un sondage de l'Institut Elab. Elab, oui. Ok. Attention, Waibaboun, Wauquiez, c'est avec un W. Désolé, pardon, ça m'a échappé. Et Wauquiez qui a dit qu'il n'avait jamais enfilé le gilet jaune alors qu'il avait complètement enfilé un gilet jaune et qu'il avait même demandé à des militants les républicains de venir sur le parking pour avoir des gilets jaunes sympas avec lui. Donc j'adore ce mec. Ça dénonce. Là, c'est quand même très très drôle. Allez, il reste 5 minutes, eh bien, c'est très bien. Alors, si vous avez suivi depuis le début de cette saison de Party Time, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'inviter plusieurs responsables de mouvements de jeunesse. Et je vous invite d'ailleurs à aller les voir en replay sur la chaîne Acropolis Replay sur YouTube. Et dans l'ordre, j'ai invité un responsable de Génération, les jeunes générations, la France Insoumise, qui n'a pas de mouvement de jeunesse à proprement parler, les jeunes écologistes, les jeunes démocrates, donc les jeunes modem, et aussi les jeunes Macron, qui sont donc les JAM, les jeunes de la République En Marche. Oui, que des gens de gauche, quoi, finalement. Non, quand même pas. Dis pas ça aux jeunes démocrates, enfin, on va faire une syncope. Tout de même. Donc, effectivement, beaucoup, avec un déséquilibre très prononcé à gauche, et quand même les deux partis au pouvoir, comme ça, il y avait un peu d'équilibre quand même. On suit du CSA parce qu'on est sur Twitch, mais en tout cas, il y a un effort. Et il en reste à inviter. Donc, je ne sais pas si ça vous dit qu'on les invite, mais je vais vous en parler brièvement. En fait, il y a certaines invitations qui sont déjà lancées. Notamment en fait, les jeunes républicains et Debout les jeunes, sachant que les jeunes républicains en fait, c'est le mouvement de jeunesse des républicains comme son nom l'indique, et ils sortent d'une crise en fait, c'était compliqué. L'élection de leur nouveau président qui s'appelle Oran Réagnan a été finalement validée cette semaine, je ne sais plus quel jour, j'ai pas noté, mais ça y est, c'est fait. Mais il faut savoir que si vous allez... Alors hier, je suis allé sur leurs réseaux sociaux et même leur site. Tout est arrêté depuis le 6 septembre. C'est vraiment impressionnant. On dirait une image de Walking Dead dans les villes. Tout s'est arrêté d'un coup, quoi. C'est assez dingo. Genre le 6 septembre, t'as un tweet et t'as plus rien après. C'est assez fou. Mais là, visiblement, ça y est, l'élection est validée. Ils vont pouvoir recommencer. Alcanoïd, je dis que ça s'est arrêté en fait sur les publications web et réseaux sociaux des jeunes républicains. Sauf s'ils ont repris, mais il n'y a plus rien de publié depuis le 6 septembre. C'est quand même le mouvement de jeunesse d'un des premiers partis de France qui n'a rien publié depuis le 6 septembre. L'autre parti en méga crise, l'autre mouvement de jeunesse en méga crise, voire mort actuellement, enfin mort cérébrale dans le coma, un coma très profond, c'est les jeunes socialistes. Donc j'ai même pas mis leur logo ici parce qu'en fait je ne savais pas qui contacter en fait actuellement. Si vous connaissez un jeune socialiste, quelqu'un du MJS, envoyez-le moi. S'il vous plaît. Quelqu'un qui ne serait pas passé à Génération. Oui, exactement. Quelqu'un qui n'aurait pas suivi qui n'aura pas suivi Benoît Hamon. Ça m'intéresse donc. Et donc le gros logo Debout les jeunes, eh bien figurez-vous que c'est le mouvement de jeunesse de Debout la France. Et oui, ils ont fait une superbe déclinaison de leur nom.
Donc c'est le mouvement de jeunesse de Debout la France, de 16 à 30 ans, de 16 à 30 ans, pardon. Et alors attendez, je vous lis leur texte quand même pour que vous fassiez connaissance avec eux. Devant la volonté clairement affichée de faire de Debout la France un véritable parti politique indépendant, il est indispensable d'organiser à travers tout le pays une force jeune, alors jeune entre guillemets, capable de mobiliser en vue des prochaines échéances électorales et d'être en même temps une source d'idées et de propositions pour l'avenir. Voilà quelle est l'ambition des jeunes de Debout la France. Alors, très étonnant d'ailleurs, c'est très discret Debout les jeunes sur le site de Debout la France, mais je les ai retrouvés par hasard en fait via un tweet. Ils ont une page Facebook qui est à jour et pour le coup c'est par là que je les ai contactés et j'attends leur réponse pour une date. Oui, il est probable qu'en janvier on ait un responsable de Debout les jeunes qui vienne parler au micro de Party Time. Je vous le dis comme ça, hein, je veux rien balancer. Et quand tu mets jeune, ça veut dire quoi? Pourquoi entre guillemets? Mais c'est pas moi qui ai mis les guillemets, c'est eux-mêmes. Hein. Je relis la phrase. Il est indispensable d'organiser à travers tout le pays une force jeune, entre guillemets, capable de mobiliser en vue des prochaines échéances. Voilà, c'est pas moi qui ai mis les guillemets. Hein. J'ai fait un copier-coller et ils ont mis jeune, entre guillemets. Voilà, je suis désolé. Hein. C'est pas moi. Voilà, c'est de 16 à 30 ans. Donc Debout les jeunes de Debout la France. Pas de site web, mais par contre, une page Facebook active, à jour, et via laquelle vous pouvez les contacter. À la limite, si vous pouvez leur dire gentiment de dire oui à Party Time, ça pourra peut-être les inciter à venir. D'ailleurs, pour le 10 janvier, par exemple, on fêtera le nouvel an avec un responsable de Debout les jeunes. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il est 16h. Il est 16h, ouais. Il est 16h. Et les autres, c'était les jeunes communistes. J'ai pas encore invité pas encore les invitations, mais je vais le faire. Voilà. Si je puis me permettre, il manque aussi les jeunes UDI. Les jeunes UDI, c'est vrai, tu as raison, les jeunes UDI. Et les jeunes radicaux. Ouais, mais les jeunes radicaux, ouais, mais enfin, ça existe ça? Et oui. Ok. Et des jeunes du Rassemblement National. C'est vrai, ah oui, effectivement. Quel lapsus incroyable. Oui, ok. Bon, ça vous dit ou pas dans le chat là qu'il y a un jeune du Rassemblement National? Ça arrangerait Adrien que vous disiez non parce qu'il n'a pas envie. Mais Ah ouais, on va être honnête. Hein. Allez, c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. J'allais dire, t'as un jeu à nous faire, mais non, mais c'était ton jeu en fait. Oui, on va faire un jeu. On va faire un jeu, on va se dire au revoir. À tout à l'heure, 18h30, pour Eleurope Bordel. Alors, il n'y aura pas d'invité, hélas, en fait, parce que la députée qui devait venir ne pourra pas venir. Mais ce n'est que partie remise. T'es pas obligé de chuchoter. Hein. Non, mais je manque quand même à SMR parce que j'ai vu que ça faisait des millions de vues. Est-ce qu'il y a des jeunes UPR? J'ai bien peur que oui. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un mouvement spécifique jeune UPR. À vérifier, tiens. Ça serait intéressant. Oh oui, sans doute, oui. Salut, à tout à l'heure, 18h30. On sera encore avec Sylvain pour un bon moment. Et bisous, à tout à l'heure.